in utero, nous avons enregistré des informations. Et ces informations, quand elles se sont répétées, la connexion qui avait été fabriquée lors de la première rencontre se renforce, puisque justement c'est la même. Et à chaque fois qu'on va rencontrer des informations déjà familières, la connexion devient de plus en plus forte et de plus en plus capable de la reconnaître. Et c'est ça la particularité de notre cerveau, c'est d'être capable dans son environnement de repérer les régularités en se disant, je vais parler un peu à la place du cerveau, mais en se disant, je viens d'arriver dans un environnement totalement inconnu, puisque ce n'était pas du tout prévu que je naisse à cet endroit-là, ce jour-là, mais maintenant que je suis là, il faut vite que je prenne en considération tout cet environnement-là pour m'y adapter le plus vite possible. Donc c'est ça qui caractérise notre cerveau, c'est sa capacité d'adaptation qui est absolument phénoménale. C'est-à-dire que nous avons survécu à toute l'évolution humaine grâce à cette capacité d'adaptation. Et ce qui a fait grandir notre cerveau depuis Cro-Magnon, c'est justement cette capacité d'adaptation pour pouvoir réagir à l'environnement, savoir comment s'y préparer, comment survivre dans cet environnement-là. Alors, ça veut dire plein de choses, ça. Évidemment, dans la savane, s'adapter au changement du climat ou autre, ça, nous avons su faire. Mais maintenant, notre tout petit bébé, lui aussi, il a un cerveau tout neuf. Il va repérer son environnement dès la naissance. Rien n'a été prévu à l'avance pour lui. Donc, il va être dans une période d'observation intense pour essayer de repérer ces régularités. Il y aura beaucoup de régularités dans un environnement de bébé. Vous allez évidemment venir le prendre régulièrement dans les bras pour l'alimenter, pour le changer, pour le coucher. Donc, il y a plein de repères comme ça qui vont se faire régulièrement et qui vont montrer au tout petit que, en effet, certaines choses sont faciles à repérer, faciles à anticiper. Donc ça veut dire évidemment qu'ils nous repèrent aussi, nous, dans nos comportements. Donc, ils vont aussi nous considérer comme étant des choses régulières qui viennent autour de lui. Alors, c'est peut-être le bon moment de dire que si on est des modèles, hein, puisque c'est comme ça que le bébé va nous repérer, il faut qu'on soit des bons modèles et qu'on fasse les choses qu'on a envie qu'il apprenne le plus vite possible. Donc, si on fait soi-même des choses qu'on ne veut pas que l'enfant fasse, c'est difficile après de le critiquer. Et ce que je veux dire là, c'est que le cerveau, lui, va s'adapter parce que justement, ce qui va compter pour lui, c'est sa survie. Donc, dans un environnement absolument tranquille, bienveillant, avec papa, maman qui s'occupent du tout petit bébé, bon, notre bébé aura repéré enfin, les choses redondantes dans son environnement et il sera à s'y préparer. Mais imaginons maintenant ce bébé qui vient de naître dans un environnement maltraitant, eh bien, il va s'adapter à cet environnement maltraitant. Il ne va pas se dire qu'il n'a eu pas de chance d'être tombé dans cette famille-là, puisqu'il n'a pas de possibilité de comparaison, mais il va tout de suite essayer de trouver le moyen d'anticiper ce qui va se passer, de se préparer, par exemple, à la maltraitance. Donc, ça, c'est vraiment important. Nous n'avons pas un cerveau qui va savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Lui, ce qui est bon, c'est qu'il s'adapte même dans des situations où les choses vont être difficiles. Donc ça, on va le voir aussi, par exemple, quand il y a des signalements et qu'un enfant va être retiré de sa famille pour être placé en famille d'accueil, on va se rendre compte que dans les premiers temps, cet enfant n'a pas l'air d'aller mieux. Il est même des fois un peu prostré et il n'essaye pas de s'intégrer dans cette famille. Et bêtement, des fois, certains juges pensent que c'est la famille d'accueil qui est pas bonne, donc on va changer l'enfant de famille d'accueil. Et donc récemment, j'ai vu un enfant qui avait été changé 4 fois de famille d'accueil dans l'année, donc c'était vraiment impossible pour lui de pouvoir justement repérer les régularités. Parce que justement, ce qui est important pour son cerveau, c'est d'oublier un peu ces vieilles connexions qui étaient faites sur de la maltraitance pour en fabriquer de nouvelles sur d'autres relations. Mais des connexions ne se fabriquent pas comme ça, juste en 5 minutes. Donc, il faut laisser le temps à ce cerveau de changer ses connexions pour pouvoir s'adapter à un nouveau monde. Alors, notre cerveau est fabriqué de neurones avec justement une particularité exceptionnelle, c'est la capacité de connectivité qui est énorme. On dit que les 3 premières années sont les années où le cerveau se connecte le plus. Vous avez juste, si vous voyez ma flèche peut-être, sur la partie centrale, des connexions à la naissance. Donc, quelques petites connexions, mais il n'y a pas encore beaucoup de synapses à la naissance. Puis dans le bloc de gauche,
À 3 mois, déjà, il y a beaucoup plus de connexions et à 15 mois et à 24 mois, alors là, on a vraiment ce qu'on appelle une arborescence. C'est vraiment un cerveau qui s'est énormément connecté. La preuve, c'est que le périmètre crânien a énormément grandi aussi. Donc, quand on mesure le périmètre crânien, on voit que le cerveau a grossi. Et puis, au bout d'un certain temps, les fontanelles se soudent et la boîte crânienne ne va plus du tout grossir. Mais le cerveau va continuer, lui, à se connecter. C'est pas fini. Il a plein de choses à apprendre. Et on va voir que la particularité du cerveau humain, c'est de se plisser. Donc, il va être tout ratatiné à l'intérieur. Si vous avez déjà vu un cerveau humain, il est plein de plis. Si vous le comparez, par exemple, au cerveau d'un mouton, hein, chez le boucher, c'est beaucoup plus lisse. Si vous étalez un cerveau d'humain par terre, ce qui n'est pas facile à faire, eh bien, il fait 2 mètres carrés. Donc, nous avons 2 mètres carrés de connectivité, tout ceci dans une petite boîte avec un poids maximum d'1,5 kg. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que on voit bien que toutes ces connexions ont trouvé le chemin pour pouvoir justement être le plus nombreuses possible. Mais après, sur la partie de droite, je vous ai montré je vous montre 2 types de connexions. Les connexions d'un enfant de 6 ans et les connexions d'un enfant de 14 ans. Et là, vous vous dites: «Mais à 14 ans, il a perdu des connexions». Oui, oui, en effet, il y a eu ce qu'on appelle un élagage neuronal et ne pensez pas que les ados sont un petit peu moins, intelligents que les plus jeunes. C'est pas vrai du tout. Des fois, nos ados nous surprennent un peu, mais là, c'est pas du tout le cas. C'est simplement que cet élagage neuronal correspond à ce qui va se passer plusieurs fois dans les premières années de vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ménage qui est fait à partir de connexions qui maintenant sont vraiment assez nombreuses pour garder les plus efficaces et faire disparaître celles qui ne servent à rien. Exactement comme quand on fait du tri, quand on range son placard, on va garder ce qu'on met tout le temps et puis vraiment ce qu'on ne met plus déjà depuis longtemps, on va le faire disparaître. Sauf que chez les humains, les connexions vont disparaître, à la surface du cerveau, mais ne vont pas disparaître complètement. On a vu des occasions où, on a pu réactiver certaines connexions anciennes, chez des musiciens, par exemple, qui avaient arrêté la musique et qui reprenaient longtemps après, ou, chez des petits enfants adoptés qui n'avaient pas parlé leur langue depuis des années et qui, à l'âge adulte, étaient capables de reconnaître encore les sons. Donc ce qui va se passer et là, c'est vraiment quelque chose que les neurosciences nous ont montré, c'est que nous avons un cerveau très, très, riche en connexions, pour pouvoir apprendre un maximum de choses, mais qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir justement tri sélectif pour pouvoir garder que les connexions les plus efficaces et donc celles qui permettent qu'on soit expert. Donc ça veut dire qu'on va perdre dans les 10 premières années, après à peu près 2 tiers de nos connexions, mais on va garder le tiers le plus utile, celui qui vraiment, est, régulièrement utilisé, régulièrement appelé. Donc c'est vrai que c'est cette notion d'expertise qui est importante. C'est-à-dire que notre bébé humain, par exemple, va avoir une grande expertise dans les sons de la langue. On sait que même in utero, il sait reconnaître les sons de sa langue et sa langue maternelle. Et mais, jusqu'à 6 mois, il est capable de reconnaître les sons de toutes les langues, pas seulement sa langue maternelle. Si on lui fait entendre des sons de langues très, très variées comme le mandarin, le hindi, le wolof, il est capable de reconnaître toutes ces langues-là. Il a une grande, on dit il a l'oreille absolue et il est capable de reconnaître tous ces sons-là. Mais à partir de 6 mois, justement pour s'adapter à ce nouvel environnement dans lequel cet enfant entend par exemple le français tous les jours, il va se mettre à devenir un expert en français et cette expertise va se mettre en place entre le 6e mois et le 12e mois. C'est vraiment une période de temps très, très précise, 6 mois pour pouvoir devenir un expert en français. Les 6 premiers mois, c'est wait and see, je regarde un petit peu ce qu'on parle autour de moi et puis maintenant que je sais qu'on parle du français, je spécialise en français, c'est pas la peine que je sois spécialiste en tout, autant l'être dans la langue qu'on va me parler et au bout de la première année, à la fin de la première année, l'enfant s'est constitué une bibliothèque de sons de la langue dans laquelle il va être baigné, qui est absolument, et formidable et qui va lui permettre de pouvoir après, parler cette langue-là. Donc cette notion d'expertise est formidable. On va la retrouver pour plein d'autres fonctions. Ce bébé va devenir aussi expert en visage humain.
il va devenir expert en relations sociales, il va devenir expert en mathématiques. Donc, il y a plein, plein de notions pour lesquelles notre bébé a de grandes compétences au départ et puis ensuite, il va devenir justement un spécialiste de quelque chose. Alors, tout ceci va évidemment concerner tout notre cerveau. Notre cerveau est très, très, déjà mature à la naissance du petit, dans certaines zones qui permettent d'avoir la vision, la motricité, parce que ça, notre bébé est déjà en activité. Par contre, la partie de notre petit cerveau qui est en haut, qui est toute bleue, ça s'appelle le lobe frontal et cette partie-là, c'est celle qui va mettre le plus de temps à maturer. Elle va mettre bah, ça va s'étaler dans le temps tellement longtemps qu'on estime qu'il faut 20-25 ans avant que cette partie de notre cerveau ait atteint sa maturité. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on regarde l'évolution humaine depuis justement, l'australopithèque jusqu'à Homo sapiens, on se rend compte que ce qui a beaucoup évolué chez nos ancêtres, c'est pas notre cerveau en entier, c'est cette partie particulière du cerveau, le lobe frontal. C'est lui qui a énormément grossi pendant cette longue période qui a fait de l'Australopithèque à Homo sapiens. Donc, on se rend compte que cette partie-là, c'est elle qui a fait que nous sommes des humains maintenant, des pensants et planifiants. Cette partie-là est une partie qui nous permet la planification des actions, le contrôle de nos actions, c'est-à-dire que quand on veut exécuter quelque chose, on a la capacité de savoir si on est capable de le faire ou pas. On va aussi apprendre, en regardant les autres. On va aussi essayer d'être flexible, c'est-à-dire qu'on va trouver une solution pour un problème, mais on sait qu'on peut en trouver une autre pour un autre problème. On va aussi être capable d'inhiber. Contrôler, ça veut dire: «Je suis capable de mettre en place quelque chose, mais je suis aussi capable d'arrêter». Donc vous voyez que cette partie du cerveau-là, ce lobe frontal, c'est celle qui fait que durant toute notre évolution humaine, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, des êtres très, très, planificateurs, hein, et anticipants et que c'est exactement la même durée qui se passe dans l'évolution de notre bébé entre sa naissance et l'âge adulte. C'est pour ça que cette partie-là reflète vraiment l'évolution humaine. Et chez notre enfant, nous allons avoir en miniature, hein, sur un laps de temps plus court, tout ce qui s'est passé pendant toute l'évolution humaine. Donc nos tout petits vont avoir évidemment, dans tout ce que je vous ai donné comme fonction des régions frontales, nos tout petits vont avoir énormément de difficultés, beaucoup de difficultés de planification, de contrôle, de réflexion, de flexibilité. Donc, ça va être vraiment dans beaucoup de comportements de nos tout petits une explication absolument évidente. Le lobe frontal n'a pas encore donné toute sa puissance. Et quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il terminait sa maturation vers l'âge de 25 ans, ça vous explique que même nos ados ont des fois des comportements assez étonnants parce que justement, ils n'ont pas encore toute cette capacité d'analyse que normalement, à l'âge adulte, nous avons. Alors notre cerveau fait des probabilités tout le temps parce que justement, à force d'avoir repéré les régularités, il se dit que certaines choses sont probables. Vous aussi, vous avez très, très vite, fait ce genre de calcul. Alors, des fois, quand on a vu des choses se répéter plusieurs fois, on fait pas que des probabilités, on va même un petit peu plus loin, on fait des stéréotypes. Là, si vous avez vu des fois, avec les enfants que vous gardez, vos 2 petits garçons qui se sont un petit peu, disputés ce matin, vous pouvez dire à des amis, le soir: «Les garçons, ça aime bien la bagarre». Alors qu'en fin de compte, votre exemple en tête, c'était vos 2 petits garçons que vous aviez vus ce matin chez vous se disputer un peu. De là à dire que tous les garçons aiment la bagarre, c'était un peu aller vite. Mais c'est un peu comme ça qu'on réfléchit parce qu'on aime bien donner des des, des idées générales à des observations ponctuelles, parce que notre cerveau aime bien, essayer de comprendre ce qui va se passer. Aussi, on veut anticiper tout bêtement. Bon, si vous avez, l'impression que le ciel est menaçant, vous dites: «Il va pleuvoir». Ça, c'est une anticipation, bon, qui est due à notre expérience, hein. On sait que c'est fort probable qu'un nuage, nous annonce la pluie, mais on n'en a absolument aucune certitude et ça, ce sont aussi des choses qui nous permettent toujours de pouvoir nous maintenir, à jour,
sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc on va faire ce qu'on appelle des probabilités bayésiennes. C'est un mathématicien qui a beaucoup inspiré les neuroscientifiques, parce que lui n'y était pas du tout neuroscientifique, il était au XVIIIe siècle et lui, il faisait beaucoup de mathématiques et il expliquait qu'on peut faire différentes sortes de probabilités. Il avait mis au point un modèle qui était de calcul des probabilités avec beaucoup d'inconnus, c'est-à-dire sans savoir grand-chose, on peut faire des probabilités. Il avait fait tout ce modèle-là et en fin de compte, on s'est rendu compte que notre cerveau fonctionnait très très bien avec ce modèle mathématique parce qu'en fin de compte, avec très très peu d'éléments, on fait des probabilités pour survivre. On préfère faire des probabilités fausses plutôt que d'attendre d'être sûr du résultat parce qu'en fin de compte, pour la survie, il vaut mieux aller vite. Là, vous voyez mon exemple de j'ai vu un nuage, je me dis il va pleuvoir, donc je prends mon parapluie. Voilà, j'avais une chance sur deux, peut-être qu'il ne va pas pleuvoir et que j'ai promené mon parapluie pour rien, mais peut-être que si. Et de toute façon, c'était ça l'essentiel. Je n'avais pas envie d'avoir une probabilité exacte, sinon j'aurais été faire une étude avec la station de météo d'à côté. Donc, on a toujours besoin pour survivre d'avoir juste quelques petits éléments et de se baser dessus. Et c'est vrai qu'on a aussi toute notre expérience. Et quand on est avec des enfants et qu'on entend toujours cette phrase: «Arrête de courir, tu vas tomber». Ça, c'est une phrase qu'on dit tout le temps. Si on l'a dit, c'est parce qu'on a eu l'expérience certainement un jour dans notre vie d'un enfant qui courait et qui est tombé. Mais au moment où on voit cet enfant qui court, on n'a aucune certitude qu'il va tomber. Et là, cette probabilité-là, elle est très, très fragile. Mais on l'a dit quand même parce que justement, elle montre qu'on a été justement un petit peu échaudé avant. Alors, notre tout petit bébé a déjà lui aussi des capacités de faire des probabilités, d'essayer de comprendre, d'anticiper. Donc déjà, dès la naissance, il repère, tout à l'heure je vous disais, pour pouvoir s'adapter, ce qui est familier, qu'il connaît, qu'il a vu régulièrement, bon, la décoration de sa chambre, ses parents. Et puis, il y a du nouveau de temps en temps. Bon, il y a tante Charlotte qui vient, il ne la connaissait pas, ou on vient de mettre un nouveau mobile au-dessus de son berceau, il ne connaissait pas. Donc, c'est intéressant. Donc, le familier, je connais, et le nouveau, c'est intéressant, va se mêler dans sa vie en permanence, sachant qu'il a énormément besoin de familiarité pour être vraiment capable de prévoir ce qui va se passer et d'être en sécurité. Mais il a besoin aussi d'être alimenté par des choses nouvelles. Et donc, on s'est rendu compte en faisant des recherches sur les capacités de probabilité des tout petits que ce qu'ils aimaient bien dans leur monde, c'est d'avoir à peu près une cohérence qui est qui tient à peu près sur 70% des événements de la journée et peut-être un peu 30% de nouveautés. Donc, si vous avez un environnement, ce qui est à peu près classique chez tous les parents de bébés ou tous les professionnels de la petite enfance, on a beaucoup de régularité dans la journée, on a même des rituels, on va aider l'enfant à repérer certains moments de la journée pour les préparations de la sortie ou les préparations de la sieste et autres. Mais de temps en temps, il va y avoir aussi des petites nouveautés. Aujourd'hui, on a trouvé un nouveau jeu ou quelqu'un est venu à la maison qui n'était pas prévu. Et ça, c'est très, très intéressant. Notre cerveau a besoin d'être nourri de ces deux-là, mais dans ce rapport-là, c'est-à-dire un rapport où on va faire des paris sur les choses et que si les choses sont assez régulières, je peux faire des paris que je vais gagner souvent. Par contre, si beaucoup de choses sont assez imprévues, c'est beaucoup plus difficile pour moi pour savoir ce que je vais pouvoir gagner. Donc, un environnement d'enfant avec 70% de régularité, 30% de nouveauté, c'est ce qu'on va trouver dans un grand nombre de familles. Mais vous voyez que vous pouvez avoir les deux extrêmes, un environnement beaucoup trop régulier, et là, il n'y a pratiquement jamais de nouveauté. Donc, ce petit bébé qui fait des prévisions et des paris pour savoir si ça va se passer est toujours sûr de gagner, donc ça perd de son intérêt et il ne sera pas motivé à apprendre. L'extrême de l'autre côté, c'est toujours différent, il n'y a jamais de jour pareil, rien n'est prévu à l'avance. Là, cet enfant essaye de faire des paris, il perd tout le temps parce que c'est vraiment trop difficile de comprendre ce qui se passe et là aussi, il va perdre son goût d'apprentissage. Donc pour donner à l'enfant l'envie d'apprendre, il faut qu'il ait envie de faire des paris sur ce qui va se passer avec la probabilité de gagner plus forte que celle de perdre. Voilà, donc c'est exactement comme ça que notre cerveau fonctionne et il va fonctionner comme, un
quelqu'un qui va être, un addict des jeux de la loterie, hein, parce qu'en fin de compte, nous faisons de la loterie tout le temps. Nous essayons toujours de prévoir et il y a toujours une sorte de petite, sensation de plaisir parce que, il y a aussi un peu de dopamine pendant que nous faisons des paris, qui va nous donner envie justement de poursuivre les apprentissages en essayant de repérer ce qu'on connaît et ce qui serait nouveau. Donc voilà, notre bébé va tout le temps être dans des calculs, donc c'est vrai que c'est un vrai cerveau de mathématicien. Il y a l'irrégularité, c'est vrai que dans certains bruits, est-ce que je peux anticiper, savoir si ce bruit-là, c'est le bruit des pas de maman qui vient avec le biberon? Voilà, donc il faut que j'apprenne à repérer tout ça. Ou alors, je vais aussi essayer de tester, mes prévisions. Je suis chez mon assistante maternelle et le soir, je sais que ma maman va venir, mais elle vient après la maman de Paul. Donc quand la maman de Paul est venue, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, pour moi, c'est simplement elle qui est mon déclencheur. Si la maman de Paul est là, ma maman va venir pas longtemps derrière. Je ne sais pas dans combien de temps, parce que c'est pareil, je ne sais pas lire l'heure, mais je sais qu'elle vient juste après. Donc ceci est vraiment formidable, parce que je peux maintenant savoir à quoi me fier pour anticiper ma maman. Mais évidemment, il va y avoir de temps en temps des ratés dans mes paris. Le raté, ce sera le jour où Paul n'est pas là. Parce que là, justement, j'ai personne pour me dire quand est-ce que ma maman à moi va venir. Ou alors, ce qu'on voit quelquefois aussi, c'est ma maman qui est venue plus tôt que d'habitude pour me faire une surprise. Elle est venue avant la maman de Paul. Et alors là, je suis perdue complètement parce que je n'avais pas du tout prévu cette possibilité-là. Et au lieu de sauter dans les bras de maman et de lui montrer que je suis contente, je suis d'abord un peu interloquée. Donc, elle croit que je fais la tête. Non, 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 je suis simplement en train de refaire mes calculs parce que c'est vrai que là, je suis en train d'essayer de monter une vraie recherche expérimentale pour essayer de savoir quels sont les facteurs sur lesquels je peux compter. Donc, vous voyez, notre petit est toujours dans cette anticipation, dans ces calculs de probabilité. Il range, il classe, il fait des hypothèses, il fait des erreurs, il corrige ses erreurs, parce que justement, c'est l'erreur qui est formidable. Et c'est ça aussi qui va revenir un peu souvent dans ce que je vais vous dire. On a compris que notre cerveau adore faire des paris, parce qu'il adore les gagner, mais de temps en temps, justement, le fait de perdre le met dans un plaisir absolument évident, parce que justement, l'erreur, ça veut dire que j'essaye de comprendre ce qui n'a pas marché pour pouvoir mieux essayer de trouver la solution la prochaine fois. Donc, normalement, on dit toujours qu'on apprend de nos erreurs, mais nos systèmes éducatifs ne sont ni complètement cette idée-là. Et souvent, quand un enfant fait une erreur, on le considère plutôt comme négatif. Donc, faire une erreur, c'est absolument formidable pour le cerveau. Alors, avec les tout petits, on est très, très tolérant parce qu'on trouve ça très bien, mais c'est le système éducatif avec l'école après qui ne construit pas du tout les choses pareilles. Alors, voici une recherche qui a été faite en laboratoire et qui est publiée déjà avec des enfants de 3 mois et demi, pour vous montrer que le bébé de 3 mois et demi réfléchit aussi aux choses probables. S'il voit qu'on pose une boîte sur une autre boîte et que ces 2 boîtes tiennent l'une sur l'autre, ça c'est, avec les mesures qu'on fait, des mesures comportementales et des mesures aussi d'électroencéphalographie, on s'aperçoit que le cerveau d'un bébé de 3 mois et demi accepte tout à fait cette situation-là. Par contre, si on lui montre une boîte qui est posée à côté de la boîte et que quand on la lâche, elle reste en suspens dans l'air, ça, nos bébés de 3 mois et demi considèrent que ce n'est pas possible. Inné ou acquis, certainement acquis, même en 3 mois et demi, un bébé peut déjà avoir appris que nous vivons dans un monde où la loi de la pesanteur est absolument immuable et que tout objet qui est lâché doit tomber par terre. Ça, franchement, on ne met pas longtemps à l'apprendre, hein, surtout si on a des parents maladroits autour de soi. On le voit, on le comprend et on voit bien que là, en laboratoire, sur des grands groupes d'enfants, on a montré vraiment qu'ils avaient déjà une représentation cohérente du monde, avec une idée de ce qui peut être possible ou pas. Une autre recherche aussi qui est assez intéressante avec des petits de 3 mois toujours, on présente à ces petits d'abord une petite souris, on a un cache qui se relève, la petite souris elle reste derrière et on glisse une deuxième souris derrière le cache. Donc nos bébés voient ça plusieurs fois, une souris, elle est là, il y a un cache devant, il y a une deuxième souris qui arrive, le cache est toujours là et maintenant on a 2 groupes d'enfants. On va séparer les enfants en 2 groupes. Dans un groupe, on abaisse le cache et il y a 2 petites souris cachées derrière. Dans un autre groupe, on abaisse le cache, il n'y en a qu'une.
Eh bien, aussi, avec toutes les mesures que nous faisons chez ces tout petits, il est évident que les tout petits qui ont vu la scène de départ de une souris avec une autre souris derrière s'attendent à avoir deux souris derrière. Avoir une seule souris leur paraît totalement impossible et ils ont des comportements de réaction, d'étonnement à cette situation-là. Donc, ils ont bien compris que cet objet qu'ils avaient vu et qui était caché derrière continue d'exister alors qu'un deuxième élément est mis avec lui derrière et que là, quand on se retrouve en quatrième mouvement avec juste le cache, l'enfant a dans sa tête la présence des deux petites souris qui sont arrivées. Donc, pour ceux et celles qui ont peut-être fait un petit peu de psychologie du développement et qui avaient appris Piaget parce que nous avons quand même eu un grand maître à penser pendant de nombreuses années, Piaget disait que la permanence de l'objet ne pouvait pas être avant 1 an parce qu'il fallait à l'enfant le temps d'avoir des représentations mentales des objets. Mais Piaget ne pouvait pas faire ce genre de recherche en laboratoire parce que c'était pas encore, il n'était pas encore avec les connaissances que nous avons. Et donc là, on a montré que dès 3 mois et même avant, nos tout petits bébés avaient vraiment la permanence de l'objet. Ce qui veut dire vraiment que ils ont une représentation du monde qui les entoure beaucoup plus cohérente qu'on pouvait l'imaginer et savoir justement qu'un objet qui est caché existe toujours et ça, nos tout petits en sont totalement, d'accord avec ça. Ils sont capables d'aller chercher, derrière un objet qui est une balle qui a roulé, ils ne la voient plus, mais ils vont la chercher là où elle a roulé parce que c'est là qu'on va la retrouver et puis aussi ce qui est important, c'est avec les humains, un humain qui disparaît, pour un tout petit, ce n'est pas un humain qui a disparu. Il n'est plus visible, mais il est toujours présent quelque part et la preuve en est, c'est que nos tout petits bébés, dès la naissance et c'est pour ça qu'on pense que cette permanence de l'objet, elle est très, très précoce. Dès la naissance, les tout petits vont pleurer pour faire venir l'adulte à côté de lui, justement parce qu'ils ont besoin d'avoir son aide et si, ne le voyant pas, ils appellent quand même, c'est qu'ils ont idée qu'il est là pas loin et qu'il va pouvoir venir. Donc cette notion de permanence de l'objet a remis un petit peu en question l'idée qu'on avait d'un enfant qui ne savait pas trop comment, étaient les choses. Donc on a quand même un petit peu évolué. Donc c'est vrai que notre cerveau, si je vous avais demandé au départ à quoi ça sert, vous m'auriez dit à penser. Eh bien, ce n'est pas vrai. Notre cerveau sert surtout à prédire. C'est vraiment ça qui est important. Nous avons toujours dans notre cerveau une capacité d'anticipation des événements pour ne pas être pris de vitesse, hein, anticiper le danger pour l'éviter, voilà. Et donc on va faire des paris. Et des fois, on va les gagner et des fois, on va les perdre. Mais cette erreur de prédiction qu'on va faire, elle est vraiment, signée dans notre cerveau et on a vraiment des ondes cérébrales. Je vous parle de la MNN, mais je vais vous en parler tout de suite. Ce sont vraiment des marqueurs dans notre cerveau de cette erreur qu'on a fait en faisant des paris. Mais on peut s'en rendre compte, par exemple, dans notre plaisir à, essayer de comprendre des fois des choses incongrues ou tout simplement l'humour. Quand on vous raconte une histoire et on dit: «Ah, tu connais pas l'histoire» et puis on commence à la raconter, ce qui va être amusant, c'est que justement dans notre tête, on va essayer d'imaginer la chute et puis si, la chute, évidemment, c'est toujours celle qu'on n'a pas prévue parce que c'est ça qui va nous faire rire, c'est ça justement qui montre que notre cerveau est toujours en tentative de prédiction de quelque chose qu'il connaît. Alors voilà par exemple, une onde cérébrale, qui est négative ici, qui est le signe d'une erreur de prédiction. Si je vous montre plusieurs fois des ronds verts, votre cerveau va détecter le rond vert, mais au bout du troisième rond vert, il va commencer à s'habituer à cette information-là et à prévoir que là, on va certainement voir des séries de ronds verts. Et quand au quatrième essai, le rond est rose, le cerveau était tellement persuadé que ça serait un rond vert que là, une onde cérébrale marque que cette erreur-là est typique du fait qu'on n'avait pas prévu qu'il pourrait y avoir un changement, de stimulus. Donc ça, cette onde-là qui est vraiment là sur un exemple très, très bête,
peut se retrouver dans plein, plein de choses parce que notre cerveau fait des probabilités en permanence sur tout et n'importe quoi. Où on a beaucoup, beaucoup appris sur les capacités de probabilité du cerveau, c'est dans le langage. Parce qu'à force d'entendre des sons de langage, l'enfant fait des probabilités sur les associations de consonnes, de voyelles, de reconnaissance de ces consonnes et de ces syllabes mis bout à bout pour faire un mot. Et on s'est rendu compte, avec justement des mesures électroencéphalographiques, que quand on habituait les enfants à certaines choses et qu'on leur montrait quelque chose de nouveau, eh bien, et on avait ce type d'onde qui était là comme étant justement ça. Alors là, je n'avais pas pensé que c'était possible. Donc ça, c'est important parce qu'on voit bien que notre cerveau traite les erreurs de prédiction comme quelque chose de super important. Et donc, si à chaque fois qu'on se trompe, notre cerveau est là pour nous le rappeler, c'est pour nous dire, justement, c'est formidable que tu te sois trompé, parce que là, maintenant, il faut que tu essayes de comprendre. Là, je vous ai mis 3 ronds verts et maintenant le quatrième est rose. Si je vous laissais un tout petit peu, justement, mijoter cette erreur-là, je suis sûre que maintenant, au cinquième rond, s'il y a un rond vert, vous allez dire: «Peut-être que c'est 3 verts, un rose, 3 verts, un rose, donc j'attends la suite». Vous êtes déjà en train de faire des paris. Vous avez eu très, très peu d'éléments, vous êtes fait avoir une première fois, mais là, maintenant, vous essayez de retrouver la logique qui serait derrière et vous essayez de tout de suite anticiper les choses. Donc voilà un petit peu la base anatomique de notre, cerveau qui va toujours essayer de nous faire des paris sur les choses. Alors lui, le bébé fait des paris tout le temps et surtout pour sa survie et sa survie, c'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, qui est une théorie assez ancienne, mais qui est vraiment, extraordinairement, d'actualité parce qu'elle a été mise au point par, des différentes, des chercheurs de différentes disciplines, aussi bien, psychiatres, psychanalystes, éthologues, voilà. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte en comparant aussi avec, des autres avec des animaux, c'est que notre bébé, pour survivre, a besoin de maintenir à proximité un adulte qui va l'aider à survivre. Je vous ai dit tout à l'heure que la naissance était quelque chose d'une grande immaturité. Notre petit bébé ne peut absolument pas survivre sans l'aide d'adultes. Donc justement, son système de survie va être vraiment déclenché dès la naissance. Et dès la naissance, il va avoir plein, plein de signaux déjà à sa disposition pour attirer l'attention, pour essayer justement de faire venir les adultes à son chevet parce qu'il va avoir besoin d'eux. Et on dit justement que les premiers signaux que le bébé va envoyer, c'est surtout des cris et des pleurs, et qu'il se trouve que ces signaux sont aversifs, c'est-à-dire qu'ils déclenchent chez l'adulte un inconfort. Quand vous entendez un bébé pleurer, dans notre cerveau, il y a quelque chose qui se déclenche qui nous met mal à l'aise. Et justement, ce mal à l'aise va nous faire nous déplacer vers l'enfant, non pas par charité chrétienne, mais simplement pour essayer qu'il s'arrête de pleurer pour que nous, on se sente mieux. Mais c'est formidable parce que c'est exactement ce que voulait l'enfant, parce qu'il avait envie justement que les adultes viennent le voir. Et donc, ce système j'appelle et les autres viennent parce qu'ils n'aiment pas du tout mes cris, eh bien, ça va vraiment bien fonctionner dès la naissance si justement tout le monde joue le jeu. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une figure d'attachement. C'est celle qui va venir quand j'appelle et qui va régulièrement s'occuper de moi, parce qu'il y en a toujours un qui, ou deux, si c'est papa, maman, assez en proche. Je vais les repérer très, très vite et je saurai que c'est vraiment vers eux que j'ai vraiment des chances d'avoir des bons retours. Donc, avant de tout de suite penser miser sur eux, je vais quand même les mettre un peu à l'épreuve et on dit vraiment que la constitution d'une figure d'attachement prend 9 mois. Il faut 9 mois, un bébé, pour vraiment voir que quand il appelle, systématiquement, ceux qui viennent régulièrement et qui trouvent les bonnes solutions, bon, la plupart du temps, ça sera papa, maman, mais ça peut des fois être quelqu'un d'autre. Donc ce petit, là, encore une fois, pour survivre, il est en train d'essayer d'observer ce qui va se passer. Et quand il aura bien compris que pour faire venir sa figure d'attachement, parce qu'il a besoin toujours d'être protégé. Il y a aussi quelque chose qui a bien marché, parce que quand il était tout petit et que les parents le prenaient dans les bras, il y a eu les parents faisaient des sourires, le petit bébé faisait des sourires et ceci marchait bien dans les 2 sens. Donc là, maintenant, l'enfant aussi peut déclencher lui-même un sourire
et une vocalisation, sachant que ça fera aussi venir les adultes très, très vite parce qu'on ne résiste pas à un bébé qui vous déclenche un grand sourire ou qui vous fait un areux, areux. Donc c'est vrai que tous ces signaux-là sont des signaux que l'enfant utilise, hein. Évidemment, tout ceci est complètement inconscient, mais l'utilise pour pouvoir garder près de lui ces adultes parce qu'il a toujours besoin d'être certain qu'on s'occupera de lui s'il y a un problème. Alors on dit que le système de l'attachement est orienté parce que justement, un enfant va s'attacher à quelqu'un, mais le mot attachement est très, très mal choisi. Ça a été une erreur de traduction parce qu'en fin de compte, en anglais, on dit attachment, mais en français, ça serait plutôt le soin. C'est pas de l'attachement, c'est du soin. Donc le bébé, il va être soigné par quelqu'un. Donc on va dire que, il a une figure d'attachement, mais on ne dira jamais qu'il est trop attaché parce que justement ce n'est pas possible. La seule chose qui est possible pour qu'un bébé puisse survivre, c'est d'avoir justement un lien d'attachement. S'il est attaché, c'est bien, s'il ne l'est pas, c'est vraiment catastrophique pour lui. La question qui va se poser, c'est est-ce que cet enfant compte sur sa figure d'attachement ou ne compte pas sur elle. Voilà, c'est la seule question. Donc, attention à ces phrases, il est trop attaché, il faudrait quand même qu'il soit un peu plus autonome. C'est absolument pas du tout comme ça que fonctionne la théorie de l'attachement, qui dit justement que tout être humain, dès la naissance, a besoin d'une figure d'attachement pour pouvoir d'abord être certain qu'il va survivre et que on va pouvoir lui apporter les soins. Mais cette figure d'attachement va être aussi la base de tout ce qui va se passer pendant toute la vie future pour pouvoir savoir aussi que on a mérité l'intérêt des autres et c'était cette pub qui disait: «Je le mérite bien», mais c'est vrai que l'enfant, si il a envoyé des signaux et que les adultes ont bien répondu, il va se dire que c'est parce que justement, il est quand même, digne d'intérêt et que ça lui donne un peu de confiance en lui de voir que les adultes ont envie de s'occuper de lui. Donc cet attachement est absolument essentiel dans les premières années de vie et il permettra à l'enfant de se construire sur une base de confiance par rapport aux adultes, une base de confiance par rapport à lui-même. Et ceci va être vraiment un gain pour toute la vie. Et on va retrouver tout au long de la vie d'un enfant qui a vraiment un bon attachement, certainement une vie sociale très, je dirais, satisfaisante, une vie amoureuse aussi, parce que être capable de s'attacher à quelqu'un, c'est aussi grâce à l'attachement qu'on a eu en tant que bébé. Donc, c'est vraiment un marqueur pour toute la vie de cette capacité de se sentir digne d'intérêt et solide avec les autres. Alors c'est vrai que cette notion de sécurité, parce que c'est ça que l'enfant recherche, il cherche à savoir si les adultes vont pouvoir le sécuriser. Lui se sait très fragile, il sait très bien que lui, il survivrait pas tout seul. Donc il faut absolument que les adultes soient là et que cette notion de sécurité, si elle a bien été construite, si cette base est bien construite, elle permet à l'enfant de se sentir libre d'être autonome, et c'est là où on peut commencer à parler d'autonomie, pour pouvoir aller explorer le monde et qu'il y a un lien très, très étroit entre la sécurité affective et l'exploration et l'autonomie. Plus je suis sécurisée, plus je peux aller explorer parce que je sais que en m'éloignant de ma base de sécurité, je trouverai, si l'adulte voit que je suis en danger, il viendra me sauver. Et donc, on voit vraiment qu'un enfant, pour pouvoir aller explorer le monde, et il en aura bien besoin parce qu'il a plein de choses à apprendre, a besoin d'abord d'être très, très sécurisé. Donc, encore une fois, l'attachement ne rend pas dépendant. Être attaché, c'est quelque chose qui nous permet, au contraire, d'être capable d'aller explorer le monde. Donc, plus on a une base de sécurité solide, et plus on va aller explorer, et plus on va être indépendant, justement. Donc ça, c'est assez important à garder en tête. Et j'ai une image comme ça qui m'est venue et que je trouve surtout quand, je suis avec, les professionnels de crèche, quelque chose qui est assez intéressant. L'adulte, quand il est avec un groupe de petits bébés, allant juste de 1 an à 3 ans, disons, parce que c'est surtout quand ils commencent un peu à se déplacer que c'est intéressant. On va avoir justement, les adultes qui vont être, très, très souvent au sol avec les enfants pour pouvoir être, justement à leur hauteur
Et si vous avez déjà été dans cette position-là, pour tous les professionnels, assis au sol, vous êtes rendu compte que les enfants venaient sur vos genoux et puis repartaient, puis revenaient. En fin de compte, bon, vous êtes considéré comme un super coussin vraiment confortable et on vient s'asseoir régulièrement sur vos genoux sans vous demander l'autorisation. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va essayer d'imaginer que vous n'êtes pas simplement là au sol, vous êtes une véritable pompe à ocytocine, c'est-à-dire que dans votre peau va se dégager cette hormone de l'attachement qu'on appelle l'ocytocine et qui permet de se sentir bien en lien avec les uns avec les autres. Et donc, les bébés vont commencer à venir s'asseoir sur vos genoux pour se charger en ocytocine. Donc, ils vont vous pomper un peu, hein, et donc ils vont faire le plein. Alors là, c'est là où on voit qu'il y a des enfants qui vont faire le plein différemment parce qu'il y en a qui ont des gros réservoirs et puis d'autres qui ont des petits réservoirs, donc ça ne prend pas le même temps. Et puis les enfants, une fois qu'ils sont comme ça avec le plein, ils vont partir parce que là, justement, ils peuvent se lever et partir à l'aventure et aller explorer le vaste monde. Et là, on va voir qu'il y a aussi des cylindrées de différentes capacités. Il y a la voiture de course qui part à fond là, mais bon, bah, elle consomme beaucoup d'essence et là, il va falloir qu'elle revienne à la pompe assez souvent parce que à bouger comme ça, elle dépense beaucoup. Ou alors, il y a le bon vieux diesel qui est tranquille là et bon, lui, il peut rester un peu plus longtemps à jouer, mais il reviendra quand même de temps en temps à la pompe. Et alors, il y a aussi un exemple qu'on a souvent en crèche aussi. Il y a le petit distrait qui est parti à fond. Il n'a pas regardé la jauge et là, il tombait en panne d'ocytocine au fond de la pièce. Et là, il vous appelle. Et il lance les bras en l'air en pensant qu'il faut que vous veniez le chercher. Et vous qui êtes assise par terre à 3 mètres, vous lui dites: «Ben, tu qu'à venir». Eh bien non, il ne peut pas venir puisqu'il est en panne, hein. Là, c'est vraiment la notion de panne, on la comprend beaucoup mieux. Donc là, pas moyen de lui dire de venir. Trouver peut-être quelqu'un qui pourra lui apporter un petit jerrycan d'ocytocine avec le doudou, hein, c'est déjà pas mal, ou pouvoir vous l'amener vers vous. Mais voyez, tous ces notions de proximité, je suis près de toi, je me charge de ta sécurité, puis je vais explorer, puis je reviens. C'est quelque chose quand on est une journée avec des tout petits, et bien ça se passe des centaines de fois parce qu'ils sont sans arrêt justement entre les deux, c'est-à-dire besoin de sécurité, besoin d'exploration. Et plus un enfant utilise ces deux modes de fonctionnement, plus il va bien, hein. C'est vraiment il est tout à fait capable d'aller puiser les bonnes réserves pour aller consommer. Par contre, un enfant qui va rester toujours sur la pompe, bon, bah, c'est que là, il n'arrive pas à faire le plein, mais il y a certainement d'autres choses qui bloquent quelque part ailleurs, hein. Alors justement, nos enfants ont tous des bases de sécurité qui sont liées à l'environnement dans lequel ils sont nés. Donc ça aussi, pour les professionnels qui vont accueillir des enfants déjà bon, à 4 mois, à 5 mois, à 12 mois ou à 18 mois, il faut s'imaginer que ces petits arrivent chez vous avec un bagage, déjà un bagage de sécurité affective. Donc on va voir que justement ces petits, depuis la naissance, ils se sont posés une seule et unique question existentielle: «En cas de besoin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir m'aider?» Ça, chaque bébé se la pose au moins une centaine de fois par jour depuis la naissance. Et il y a des enfants qui ont posé évidemment cette question-là, plusieurs fois par jour à leurs parents et qui peuvent maintenant dire: «Bah oui, là maintenant, moi je les ai testés, eux, ils sont vraiment parfaits, on peut compter sur eux». Mais on peut s'imaginer aussi qu'il y a des enfants qui vont répondre: «Peut-être», parce qu'ils n'ont pas toujours eu les réponses appropriées qu'ils attendaient. Et troisième groupe, parce que ces groupes-là, ils ont été décrits et il y en a même beaucoup plus, mais je vous donne les 3 principaux, les évitants qui vont carrément vous dire, là, enfin s'ils pouvaient le dire, hein: «Si j'ai besoin, bah, je crois que personne ne va venir m'aider, c'est pas la peine». Là, vous imaginez cette catégorie-là qui existe, qui représente à peu près 10 d'enfants sur la planète, sont des enfants qui sont vraiment, qui vont mal parce que justement, eux n'ont jamais eu de sécurité affective. Et on va se rendre compte, et ça c'est pour aussi les professionnels qui gardent les enfants un petit et qui les ont à la maison ou dans d'autres endroits. Ces enfants qui sont soit sécures, soit résistants, soit évitants, on va voir le soir quel comportement ils ont quand les parents viennent les rechercher. Un enfant sécure, par exemple, le soir, bon, bah, son parent vient le chercher, il est content de retrouver son parent, hein. Alors donc, il va aller certainement lui faire des grands sourires, même lui sauter dans les bras. Les retrouvailles du soir vont bien se passer. Un enfant résistant qui n'était pas très sûr de la capacité des adultes à l'aider, il aura un engagement négatif, c'est-à-dire qu'il peut venir,
mais des fois, en se mettant en colère ou en profitant pour, tirer un petit peu les cheveux ou voilà. Essayer de faire quelque chose qui montre que, il est prêt à s'engager, mais quand même, pas positivement, hein. Avec un une p Alors souvent les parents interprètent ça en disant: «Oui, il me fait payer le fait que je l'ai laissé en crèche toute la journée». Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec un enfant qui n'est pas très, très sûr des adultes, qui sont ses gardiens depuis la naissance. Et alors là, mon dernier groupe, hein, qui est un groupe évidemment d'enfants qui va pas bien du tout, heu, quand les parents viennent le soir, ils ne s'intéressent même pas aux parents. Ils préfèrent jouer avec les objets. Là, au moins, il est pas déçu et ils montrent pas beaucoup d'engagements, sociaux. Ils sont plutôt vraiment en retrait. Donc ça, ce sont des indicateurs, hein. Il ne faut pas évidemment tout de suite se dire que parce que l'enfant n'est pas tout de suite, venu sauter dans les bras de son parent et qu'il terminait sa tour, de cubes, qu'il est évitant. Non, non, il a le droit aussi de terminer son jeu, hein. Mais si des fois ces comportements-là étaient répétés et puis correspondent un petit peu à certaines choses, ça peut vous mettre sur la piste de ces enfants qui ont justement, des difficultés à avoir compris sur quoi on peut compter et est-ce qu'on peut compter sur les adultes. Parce que ces enfants-là, après, vous allez comme je vous disais au début, leur montrer un modèle de sécurité affective. Si vous avez choisi ce métier-là, c'est que vous êtes vraiment des bons piliers de sécurité. Mais un enfant qui est, par exemple, résistant, qui a pas bien compris si les adultes sont capables d'aider ou pas, vous, quand vous allez répondre régulièrement à ces demandes, au début, il va être perturbé parce qu'au début, il ne comprendra pas vos réponses puisque lui n'a pas été habitué à ça. Toujours la même idée, c'est peut-être que ça serait mieux pour lui, qui voit que vous êtes beaucoup plus solide que ses parents, mais dans un premier temps, son cerveau va simplement dire: «Tiens, ça je connais pas cette façon de faire». Alors, il faut lui laisser un petit peu de temps, mais pour des enfants qui ont vraiment des difficultés à avoir des liens de sécurité dans les 1ers mois de la vie, le fait d'avoir des lieux d'accueil où on va lui donner confiance en lui, c'est vraiment ce qui va le sauver. Donc ça, c'est pour dire que dans vos métiers, vous allez pouvoir vraiment, aider beaucoup d'enfants qui ont des fois des difficultés. Alors, c'est vrai que quand on est vraiment, confronté à ce genre de questions, on se dit qu'en tant que professionnel, ce qui est important, c'est qu'on reste toujours en lien par la vue. Donc que vous soyez assistante maternelle chez vous ou que vous gardiez des enfants, dans un autre lieu, il faut toujours que vos tout petits, jusqu'à l'âge de 3 ans, vous voient pour savoir qu'ils sont en sécurité. Si ils vous perdent de vue d'un seul coup, ça peut être vraiment la panique. Donc ça peut être aussi un moyen de savoir, par exemple, si vous avez fait une jolie, disposition et que vous avez trouvé un joli coin dinette, par exemple, et que personne n'y va, si vous vous installez dans le coin dinette, pas dedans, il faut se mettre à côté, mais si vous vous installez à côté du coin dinette, il y a pas de problème, les enfants viendront jouer. Et ça, je me rappelle aussi d'une assistante maternelle qui avait mis une table devant la fenêtre pour que les enfants puissent dessiner avec la lumière du jour. Et donc, elle avait mis la chaise, justement devant la baie vitrée et personne n'allait dessiner là. Et en fin de compte, elle a compris que justement, pour s'asseoir sur la chaise et dessiner, ça obligeait de tourner le dos à l'adulte qui était derrière dans le salon. Donc elle a pris la chaise, elle l'a mis de l'autre côté, les enfants ont dessiné dos à la fenêtre, mais face à l'adulte et c'est beaucoup mieux d'ailleurs, parce que c'est l'adulte qui est beaucoup plus rayonnant que la baie vitrée. Donc toujours votre présence qui est vraiment importante et qui permet vraiment de sécuriser les enfants et que pour jouer et puis explorer le monde, on a besoin d'avoir un adulte pas loin, toujours pour savoir s'il m'arrive quelque chose, eh bien il sera là. Donc des fois, il y a des meubles qui gênent un peu la vision aussi. Faire attention un peu à la disposition. Alors, notre bébé, il va partir explorer le monde. Ça, en effet, il a plein, plein de choses à apprendre et il va apprendre avec un système moteur parce qu'il va falloir bouger. Alors, au début, évidemment, notre bébé va pas trop, trop bouger, mais quand même, dès la naissance, il y a quand même des mouvements et notre bébé va construire toute sa tonicité pour aller justement explorer le monde. Donc, on va voir un bébé qui va développer sa motricité pour agir. Agir, c'est ce qui va lui permettre d'apprendre des tas de choses. Et quand il veut agir parce qu'il a un but à atteindre
et il veut agir parce qu'il y a une certaine façon de s'y prendre. Je prends tout bêtement l'exemple là de mon petit bonhomme qui a vu un cube devant lui. Quand il a vu ce cube, il a eu envie d'aller l'explorer, mais en même temps, il s'est demandé comment il allait faire parce qu'il faut déjà, essayer de trouver quelle est la position du bras, de la jambe pour aller atteindre ça. Alors, c'est ce calcul qui paraît comme ça un calcul, compliqué, eh bien, il se fait par un système dans notre cerveau et là, j'ai mon petit cerveau en bas qui va être vraiment un un croquis facile à suivre, qui est vraiment, une découverte de ces dernières années, mais qui est absolument extraordinaire, qui a montré que nous avions un système visuel ici, le cortex visuel est là, donc quand nos yeux perçoivent quelque chose. Donc là, ce bébé était tranquillement à plat ventre et ses yeux ont perçu le cube. Au moment où, dans son cortex visuel, le cube a été perçu, il y a eu 2 voies, des voies, ce sont des enchaînements de synapses qui sont déjà prêtes pour envoyer l'information, mais ces 2 voies partent en même temps. Il y en a une qui part par en bas, qu'on appelle la voie ventrale et qui va aller interroger une partie de notre cerveau pour essayer de trouver ce que c'est que cet objet. Si cet objet est déjà en magasin, parce que l'enfant a déjà joué avec des cubes et tout, même s'il ne connaît pas le mot, il saura reconnaître cet objet parce qu'il l'a déjà vu. Mais s'il ne l'a pas en magasin, ça pourrait être aussi intéressant de se dire: «C'est nouveau ce truc-là, je ne connais pas, il faut aller voir ce que c'est». En même temps, de l'autre côté, j'ai une voix qu'on appelle la voix dorsale qui va aller interroger une autre partie de mon cerveau pour localiser l'objet. Alors vous voyez, il y a une voix qui dit: «C'est quoi?» Il y a une autre voix qui dit: «C'est où?» Et là, le «où», c'est, bah, voilà, c'est à 30 centimètres devant toi, là, si tu regardes un tout petit peu à droite. Ces 2 voies maintenant vont aller, stimuler la partie motrice qui est ici de mon cerveau, qui est assez en avant et programmer tout ce qu'il va falloir faire pour pouvoir aller, se saisir de cet objet et que là, simplement le geste de tendre le bras droit va nécessiter, quand on est à plat ventre, d'équilibrer avec le genou gauche, le genou droit, le coude gauche. C'est un calcul qui va être un calcul, très, très rapide, mais qui se fait parce que ce bébé-là avait déjà de l'expérience et elle savait exactement comment maintenir son équilibre. Si j'étais un adulte, j'aurais demandé à une autre partie de mon cerveau qui n'existe pas chez les petits et qui s'appelle le lobe frontal, à laquelle j'aurais demandé: «Est-ce que vraiment c'est intéressant cet objet?» Il se peut que moi, bon, devant un cube, je me dise: «Bon, bah, c'est un objet, oui, mais j'ai pas vraiment une folle envie d'aller l'explorer». Donc là, je peux inhiber mon envie d'explorer parce que j'ai mon lobe frontal qui me dit que j'ai pas besoin d'aller le voir. Par contre, chez nos tout petits, je vous ai dit que le lobe frontal n'était pas mature, eh bien, vous aurez toujours un enfant, quand il voit quelque chose, son cerveau visuel lui dit: «Tu as vu ce que c'était que cet objet, maintenant il faut que tu ailles l'explorer». Donc il y aura toujours une impulsivité absolument incontrôlable et à laquelle vous ne pourrez pas demander à l'enfant de déroger, c'est toujours: «Je vois quelque chose, il faut que j'aille l'explorer». Parce que l'exploration, elle est vitale. Je dois autant explorer que je dois respirer parce que c'est nécessaire à ma survie. Il faut que je connaisse le monde le plus vite possible. Peut-être qu'il y a des dangers. Là, c'est là maintenant où je sais que j'ai un adulte pas loin sur lequel je peux compter et si je m'engageais dans quelque chose de dangereux, il serait là pour me retenir par le fond de la couche. Mais sinon, moi, je vais aller explorer. C'est pour ça que vos tout petits sont toujours des fonceurs qui vont prendre des risques parce que eux ne peuvent pas les mesurer et ne peuvent pas non plus stopper une action qui a été déclenchée dans leur cerveau et qui ne p sont et dans laquelle ils ne sont pas maîtres. Donc c'est pas à eux d'être capables de contrôler ça. Alors c'est vrai que c'est cette façon de faire, d'aller vraiment explorer le monde, va se faire en fonction de l'objet. Et donc, vous n'allez pas avoir n'importe quelle, exploration. L'exploration va dépendre de la forme de l'objet et on parle d'affordance. C'est un terme qui est assez, heu heu connu en psychologie. L'affordance, ça veut dire que mon système visuel, quand il voit un objet, il informe mon système moteur de la façon d'explorer cet objet. Si vous vous promenez à la campagne et que vous avez une barrière avec des tubes comme ça, je suis sûre que votre enfant aura envie d'explorer ces barreaux parce que des barreaux horizontaux donnent envie, au point de vue moteur, de les explorer en grimpant dessus. Là, à côté, j'ai une image, c'est un petit muret.
ce petit muret est à côté de chez moi, il se trouve entre une crèche et une école maternelle. Donc il y a la queue le soir et le matin parce que tout le monde avec, leurs enfants doivent absolument faire sous ce muret que tout le monde connaît par cœur, mais il ne sera jamais, possible de faire autrement que de monter sur ce muret pour aller à la crèche et à l'école et le soir la même chose. Parce que c'est l'affordance du muret. Pareil, dans une flaque d'eau, la force dans une flaque d'eau, c'est de sauter dedans parce que c'est ça qui est important, c'est de regarder les changements, de couleur de l'eau, des ondes qui vont, bouger. Donc les objets négocient, hein, notre façon de les explorer d'un point de vue moteur et là, encore une fois, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est votre cerveau qui vous guide et là, c'est pour ça que maintenant je garde, pour, le meilleur pour la fin. La fordance d'un toboggan, c'est de le remonter à l'envers parce que quand visuellement vous voyez cette pente, votre système moteur n'a qu'une seule envie, c'est de voir comment, avec tout son corps, on peut se hisser sur ce toboggan. Les adultes qui ont inventé un sens au toboggan sont vraiment, un petit peu naïfs parce qu'en fin de compte, il n'y a jamais eu de sens à un toboggan. Un toboggan a une pente et une pente, elle descend et elle monte, ça dépend dans quel sens on la prend. Donc ça, je me moque gentiment parce que je sais très bien que les adultes, quand ils veulent que les enfants descendent uniquement le toboggan, c'est pour des problèmes de flux, de gêne et tout et tout. Mais ça, vous êtes en train d'expliquer à un cerveau qui veut explorer avec son corps des choses qu'il n'est pas du tout en capacité de comprendre. Là, vous lui donnez une règle du jeu et les tout petits n'ont pas de règle du jeu, ils ont une impulsivité à explorer. Donc là, soit bon, ils vont attendre que vous ayez le dos tourné pour le refaire parce que de toute façon, c'est absolument, nécessaire de le refaire ou alors, bah, vous les privez d'une expérience motrice absolument extraordinaire et c'est vrai que si on pousse un petit peu l'idée d'empêcher les enfants de bouger, plus on empêche un enfant de bouger, moins il apprend de son corps, moins il sait après utiliser son corps. Et donc, ça donne souvent des maladresses ou des enfants qui ont beaucoup de difficultés à se mouvoir. Là, on va voir que l'action que fait le corps est toujours dans les deux sens. On a besoin d'aller explorer un objet pour connaître cet objet, mais cet objet, en l'explorant, nous fait connaître notre corps parce que notre corps a bougé pour l'explorer. Donc, ce mécanisme qui va dans les deux sens est quelque chose absolument d'essentiel pour le développement de l'enfant. Alors, il y a une chose aussi importante à prendre en considération, c'est les rapports de tête, par rapport au reste du corps. Chez les adultes, la tête fait 1/8 du corps, mais chez nos tout petits, elle fait 1/5. 1/5, ça veut dire qu'elle a un poids qui est énorme par rapport à notre poids de tête à nous. Donc quand vous avez comme ça un enfant qui commence à être juste debout et ça fait pas longtemps qu'il s'est mis debout et il marche encore un petit peu de travers, il va tenir sur une base très, très fine puisqu'il a 2 tout petits pieds, hein. Ils ne chaussent pas du 42 à 2 ans, ils sont encore avec des tout petits pieds et une grosse tête en haut. Donc là, quand vous essayez de faire tenir simplement en équilibre sur un bureau quelque chose qui a une petite base et quelque chose de très gros en haut, ça tombe et lui, notre tout petit, eh ben, il va passer son temps à essayer d'éviter de tomber. Il a découvert qu'il y avait la loi de la pesanteur et ça, il le découvre, très, très souvent. Mais là, à chaque fois qu'il va bouger, il va toujours être en déséquilibre parce que le poids de la tête va tout le temps l'entraîner à bouger et à tomber. Donc, plus il bouge, plus il est stable. Parce que justement, c'est par le mouvement qu'il arrive à compenser en permanence le déséquilibre. Et là, si je pousse justement jusqu'au bout le raisonnement du mouvement, quand un enfant sent qu'il y a un déséquilibre qui fait que la tête part en avant et qu'il y a un grand risque de chute, la plupart du temps, ce que l'enfant va faire par réflexe, c'est se mettre à courir parce que la vitesse va lui permettre de rattraper la chute. Comme avec le vélo, si vous arrêtez de pédaler, vous risquez de tomber, mais si vous vous remettez à pédaler, ça marche. Et là, quand cet enfant se remet à courir pour essayer justement de ne pas tomber, il y a toujours un adulte pour lui dire: «Arrête de courir, tu vas tomber». Le petit malin, là, l'adulte qui croit qu'il va lui donner des bons conseils, alors que notre tout petit, là, lui, il est en train de lutter contre la pesanteur et on va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés dans ces âges-là entre, 1 an et 3 ans, parce que l'enfant va avoir beaucoup de fatigue à tenir, d'abord vertical, avec un poids de tête énorme. Alors, chez les tout petits, on les laisse beaucoup au sol et ils vont beaucoup se tonifier en bougeant. Mais quand on a un enfant après qui commence à marcher, on va souvent vouloir l'asseoir sur une chaise.
Et le fait d'être assis sur une chaise avec un poids de tête comme dont je vous ai parlé maintenant, va donner à cette position assise, un inconfort absolument, énorme. Vous vous en rendez pas compte parce qu'une chaise maintenant, vous savez, vous asseoir dessus et vous reposer dessus, mais pour un tout petit de cet âge-là, la chaise n'est pas du tout un objet qui soit un objet de repos. Parce qu'il va être obligé de maintenir toute sa colonne vertébrale pour pouvoir tenir sa tête, alors que des fois même les pieds ne touchent pas par terre et que en plus, si vous l'avez mis sur une chaise devant une table, c'est que vous avez envie qu'il fasse quelque chose, avec ses 2 mains sur cette table, soit manger, soit dessiner, soit faire des gommettes et donc là, vous lui demandez de faire une tâche alors que toute son dos et sa colonne vertébrale sont mobilisés pour tenir les muscles du dos et surtout les muscles de la nuque. Donc la chaise n'est pas une bonne idée, hein, surtout pour les activités. L'enfant va être beaucoup plus stable assis par terre, ou debout devant une table basse, mais éviter d'utiliser les chaises, c'est vraiment quelque chose, qui n'est pas du tout, confortable pour lui. Et de toute façon, il va être assis après à l'école pendant de nombreuses années, donc là, pour l'instant, on a le temps. Alors c'est vrai que on a l'impression justement que bon, bah, il s'agite un peu dans tous les sens. On aimerait bien qu'il sache se contrôler. Mais ça, se contrôler, je vous ai montré tout à l'heure que c'est le lobe frontal qui est lui l'endroit où on peut se contrôler le mieux. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu difficile vu que ça son état d'immaturité. Donc on a une façon de fonctionner qui est très, très efficace très, très tôt. Une façon, automatique, par exemple, on a appris à marcher, bon, bah, après on met un pied devant l'autre, on ne se pose plus de questions. Et puis une autre façon, ça c'est un un prix Nobel qui a montré ces 2 systèmes-là. Le système justement réfléchi, donc là je suis en train de découvrir quelque chose pour la première fois, donc je fais attention. Mais nous, en tant qu'adultes, nous avons un troisième système qui est un système d'inhibition. C'est-à-dire que selon la tâche, on va activer soit le système automatique, soit le système réfléchi, selon le besoin. Et si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on peut changer. Par exemple, vous avez pris votre voiture, vous êtes parti comme ça automatiquement à votre travail, pour vous apercevoir 10 minutes après que aujourd'hui, ce n'est pas là que vous alliez, toc, ça y est, vous avez arrêté ce système-là, vous avez branché maintenant votre système réfléchi, c'est-à-dire le nouveau GPS, et vous êtes cherché à repérer votre nouveau schéma. Eh bien, chez nos tout petits, il n'y aura pas de troisième système. Il y aura soit un système automatique, soit un système réfléchi, mais quand l'enfant est dans un des 2 systèmes, il ne peut pas en changer, même s'il voit que ça ne va pas. C'est là aussi, on va avoir justement des difficultés de stopper et de mettre en marche quelque chose. Alors, pour cette difficulté de contrôle, d'inhibition, on va le voir dans plein de domaines. Domaine émotionnel, l'enfant qui ne sait pas se calmer, qui ne sait pas attendre. Le domaine cognitif, vous êtes en train de regarder l'enfant qui fait un encastrement, il insiste pour mettre sa petite forme à l'envers, alors que tout à l'heure, il l'avait bien fait, donc quand il veut, il peut. Ben non, c'est pas si simple que ça. D'un point de vue moteur, il n'arrête pas de courir, il n'arrête pas de sauter, et oui, parce que justement, ça, c'est automatique et il ne sait pas s'arrêter. Alors, tout ceci, vraiment, va vous montrer plein d'exemples toute la journée. C'est-à-dire que toute la journée, les adultes demandent à l'enfant de se contrôler et toute la journée, ils vont être déçus parce qu'ils n'y arrivent pas. Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'il faut que les neurosciences apprennent, c'est à être patient. Parce qu'un enfant, justement, dans les âges où vous les avez, les tout petits, avant de 3 ans, ne peuvent pas contrôler leur comportement. Et donc là, quand on voit dans tous ces domaines-là, tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire des grosses colères que l'enfant n'arrive pas à calmer seul, des gestes aussi qui sont répétés. Là, j'ai simplement donné un tout petit exemple juste pour que nous, en tant qu'adultes, on sente quand même qu'on n'est pas si parfait que ça, alors que normalement notre lobe frontal est parfait. Quand vous êtes devant un ascenseur et que vous avez appuyé le bouton, si l'ascenseur ne vient pas tout de suite, je suis sûre que vous avez tous et toutes réappuyé sur le bouton. Et ça, on l'a tous fait, hein, et l'ascenseur va pas venir plus vite. Mais ça, c'est quelque chose qui est un automatisme parce qu'on est dans nos pensées. Ascenseur, bouton, j'appuie sur le bouton, bon, bah, voilà, on recommence. Et ça, c'est vraiment une erreur d'inhibition. Normalement, ce comportement-là est idiot. Mais voilà, notre bébé, lui, notre tout petit, lui, il a pas il a une bonne excuse. Lui, son lobe frontal ne va pas du tout pouvoir l'aider. Alors,
on va avoir d'un point de vue émotionnel, ça c'est très important l'émotion. C'est-à-dire que l'enfant va avoir des coups de stress parce qu'il ne connaît pas tout et que son environnement est toujours des fois très très surprenant, il n'a pas encore tout anticipé. Et quand il a un coup de stress, son cerveau se met vraiment en tempête et donc, il va avoir des pleurs, des colères, des manifestations spontanées. Tout ceci n'est pas calculé, c'est quelque chose qui s'est déclenché tout seul. Et comme ça s'est déclenché tout seul, qu'il y a eu un coup de stress, il y a tout un circuit dans le cerveau qui va le mettre dans cet état d'émotionnel en sécrétant du cortisol, l'hormone du stress, et qui fait que justement l'hormone du stress nous met en alerte en disant attention, il y a eu un truc là, c'est peut-être dangereux pour toi, réfléchis un petit peu et regarde ce qui se passe et surtout, tu as 3 possibilités, toujours pareil chez les mammifères, c'est toujours comme ça que ça se passe. Soit tu bouges plus, soit tu pars en courant, soit tu te défends. Eh bien, quand on a beaucoup d'enfants ensemble, la plupart du temps, ils choisissent la troisième solution parce que justement, beaucoup de stress, beaucoup d'enfants autour, eh bien, on va essayer de se défendre de tout ce stress, bon, ben, en poussant un, en tirant les cheveux de l'autre, en mordant le troisième, voilà. Donc ça, c'est vraiment des réactions spontanées du cerveau que l'enfant ne calcule pas et n'a pas du tout la possibilité de différer en disant: «Voilà, ça, j'aurais pas dû le faire, c'est pas comme ça qu'on fait». C'est son cerveau qui lui guide vraiment la conduite à tenir pour se sauver, puis pour pouvoir sauver aussi sa peau. Donc, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est essayer de se faire baisser ce coup de stress. Et pour faire échapper le cortisol, il faut le remplacer par de l'ocytocine. C'est là où vous revenez avec votre jerrycan d'ocytocine. Et donc là, vous allez, un enfant qui a eu un coup de stress, qui s'est retrouvé justement à, à taper un petit peu les autres enfants autour de lui. Et là, je ne dis pas les copains, hein, parce que quand on dit il a tapé les copains, je crois pas qu'il y ait beaucoup de copains dans ces moments-là. Donc c'est vrai que cet enfant-là, il va falloir d'abord qu'on le rassure, qu'on le calme avant de lui faire des grandes leçons de morale sur le fait que c'est pas bien de taper les copains. Parce que ça n'a pas de sens pour lui à ce moment-là. Il était vraiment dans un coup de panique. Donc, il va falloir prendre un peu de temps, prendre cet enfant un peu à l'écart avec soi. Et puis, en choisissant la bonne posture, peut-être même l'asseoir un peu sur une de nos cuisses ou peut-être de lui caresser la main, faire un petit contact avec lui, attendre que justement l'ocytocine remonte dans le réservoir et après, bon, éventuellement, on lui parlera de ce qui s'est passé. Mais on attendra toujours que l'enfant ait vraiment abaissé son taux de cortisol. On ne laisse pas un enfant sous stress parce que le cortisol qui est dans le cerveau est toxique et abîme les neurones. Donc, c'est vraiment pas du tout une bonne idée de laisser pleurer un enfant ou de le mettre dans un endroit pour réfléchir. Alors ça, surtout, jamais ne faire un truc pareil parce que d'abord, c'est double peine. L'enfant sait que vous n'allez pas l'aider et en plus, voilà, donc son cortisol est là et donc là, il ne va pas pouvoir justement éliminer ce toxique. Donc, on console toujours un enfant et plus on a consolé un tout petit dans ces moments de stress, plus il sait mieux le gérer par la suite. Et on a vu que ça avait beaucoup d'effets même à l'âge adulte, où on arrive à beaucoup mieux gérer son propre stress quand on a été consolé, quand on était petit. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'adulte phare. J'ai une collègue qui s'appelle Anne-Marie Fontaine qui parle beaucoup de cette notion de phare parce que justement, on va toujours être à côté des enfants pour montrer qu'on les éclaire de notre regard et de notre attention. Alors, on se dit toujours qu'il faut que les enfants apprennent à se contrôler. On leur demande beaucoup de se contrôler, mais moi, je vous suggère de faire des jeux. Des jeux pour apprendre à faire quelques connexions vers le lobe frontal qui ne sont pas encore très, très nombreuses, mais qu'on peut peut-être un petit peu aussi lancer. Par exemple, tout le fait de mettre en marche quelque chose ou d'arrêter quelque chose, l'enfant a beaucoup de mal à faire ça. Eh bien, avec de la musique, ça, je l'ai vu souvent en crèche, hein, on met la musique, quand la musique s'arrête, on fait statue. Ça, c'est un jeu qui va vraiment faire des connexions vers le frontal. On est assis, la cloche qui retentit, on lève les bras. Voilà, alors on peut faire plein de choses, hein. Là, je vous donne 2-3 idées comme ça, mais après, à vous de broder. Notre lobe frontal nous permet de changer de règle. Pas facile de changer de règle. Eh bien là, on va jouer, on va mettre des balles rouges dans la bassine, puis d'un seul coup, il faudra mettre que des balles bleues. C'est des jeux comme ça pendant lesquels l'enfant peut se tromper, mais comme on est en train de s'amuser, c'est pas grave et on apprend comme ça. Et alors donc les réponses automatiques, hein, on a beaucoup de réponses comme ça qu'on peut essayer de stopper. Donc avec les plus grands, c'est le jeu de Jacadi qui est vraiment un vrai jeu d'inhibition, c'est sympa.
Avec les plus petits, bon, on peut faire enfin les plus petits, avec les 3 ans quand même, on a une photo de chat, une photo de chien et quand on sort le chat, il faut dire que «wawa» et quand on sort le chien, il faut faire «miaou». Voilà, il faut essayer d'inhiber ce qu'on ferait des petits jeux comme ça, inventez-en tant que vous voulez. Essayez toujours de trouver des tas de choses qui amusent l'enfant pour justement lui apprendre à faire ses connexions vers le lobe frontal parce que plus on apprend à se connecter au lobe frontal, plus on apprendra à se contrôler. Mais ceci ne peut pas être demandé. Moi, je vois bon, très, très souvent en crèche, beaucoup d'adultes parlent aux enfants en pensant qu'ils sont tout à fait capables de se contrôler. Et à chaque fois que la phrase commande par arrête de, si vous commencez votre phrase comme ça, c'est mal parti. Parce que vous lui demandez d'arrêter de faire quelque chose. Et donc, en lui demandant d'arrêter de faire quelque chose, vous allez lui demander d'être capable de stopper ce qu'il est en train de faire. Et donc là, c'est quelque chose de difficile et d'autant plus difficile que vous aurez aussi à inhiber le sens. Exemple très, très classique, arrête de crier, que vous dites en criant vous-même parce qu'il y a un bruit de fond terrible. Donc déjà, l'enfant ne comprend pas trop bien de quoi il s'agit. Vous lui demandez d'arrêter de crier, c'est-à-dire que arrêter, il ne sait pas, mais crier, si on arrête de crier, on fait quoi? Là, il faut que je trouve comment inhiber le verbe crier que je connais bien, parce que crier, je sais quoi faire, mais ne pas crier, c'est quoi? Donc là, il va falloir que je comprenne quel est l'inverse de crier. Et là, vous avez perdu les enfants déjà depuis longtemps parce que c'est une consigne qui, en soi, paraît tout simple, arrête de crier, et qui est excessivement difficile d'un point de vue linguistique et d'un point de vue neurologique. Donc là, on peut se dire déjà soi-même, on va parler doucement et on va dire à l'enfant, on va parler doucement maintenant. Voilà, donc là, vous donnez le modèle et c'est bon, vous avez vous-même fait ce qu'il fallait pour ça et on va essayer de le faire, mais en ne demandant pas un arrêt brutal. Ce n'est pas facile parce que vraiment, ce lobe frontal, on pense, nous, que c'est tout simple à régler. Alors tout ceci, tout ce que je vous raconte là, bah, évidemment, vous avez vu que tout ça, ça se fait en présence d'adultes, hein. Les adultes sont là tout le temps et ils aident l'enfant à être dans les meilleures conditions pour apprendre. Donc c'est vrai que l'enfant va décoder les humains très, très vite. Très, très vite, d'ailleurs, il repère que les humains, c'est pas comme les objets, ça bouge pas pareil. Déjà tout petit, on a des neurones qui font que on peut percevoir l'autre comme si c'était nous-mêmes. Donc on peut imiter on a vu des nouveau-nés, si on leur tire la langue, quelques heures après la naissance, ils tirent la langue. Donc ils ont des capacités de pouvoir reproduire certaines choses et c'est vrai que ça nous donne envie de participer et de causer avec eux. Donc on a vraiment besoin d'être en lien entre adulte et enfant parce que justement depuis la naissance, on va être très, très synchrone. Maman et son bébé dans les bras vont se parler à chacun à tour de rôle et on va voir justement que cette notion de synchronisation va être la base du repérage de ce qui est humain. Donc j'ai appris à me synchroniser avec ma maman parce que elle me parle, elle me laisse un petit peu parler, puis elle reprend derrière moi et on va voir que ça, pour l'enfant, ça va être vraiment, son mode de repérage pour savoir qui, dans le monde qui l'entoure, fait partie du monde des humains ou n'en fait pas partie. S'il commence un petit peu à gazouiller devant son ours en plus ne va certainement pas répondre et on n'aura pas cette synchronisation, donc l'ours en plus va faire partie des objets qui, eux, ne sont pas humains. Une autre signification intéressante, c'est devant le miroir. Devant le miroir, je vais me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui bouge en même temps que moi, mais là, d'un seul coup, je réalise vers 18 mois que cette synchronisation étant trop parfaite, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, on serait synchronisé, mais avec un petit décalage dans le temps. Il y en a un qui fait un truc et l'autre qui fait d'autre derrière. Là, celui que je vois en face de moi, il fait tout exactement comme moi dans la milliseconde. Donc, ce n'est pas un autre. Donc, c'est moi. Voilà, donc on a vraiment toute une construction de qui je suis, ma conscience de soi, la conscience de l'autre qui se met en place grâce à des neurones qui nous font repérer justement les mouvements de l'autre et grâce à cette notion de synchronisation. Et maintenant que j'ai compris qui est l'autre, à 18 mois, je vais me synchroniser avec les autres pour pouvoir justement les imiter. Et comme je vais les imiter, on va faire la même chose en même temps et on saura vraiment qu'on est des humains parce qu'on fait ça. Et plus je grandirai, plus j'aurai après des moyens de pouvoir communiquer avec les autres. Donc c'est vraiment tout un processus qui, depuis la naissance jusqu'à 4 ans, va aller justement de la reconnaissance de soi
à la conscience de soi, à la conscience de l'autre. Donc ça va être vraiment quelque chose qui se met en place pendant ces premières années et qui est vraiment essentiel dans le développement de l'enfant. Alors, vous voyez, par exemple, un exemple de ce que une recherche qui a montré qu'à la naissance, on peut l'enfant le bébé peut imiter l'adulte. Là, je vous montre une imitation entre enfants à peu près de 2 ans. Donc, on a vraiment des objets identiques qui permettent de faire exactement la même le les mêmes postures, les mêmes mimiques et là, c'est très, très agréable parce qu'on va sentir qu'on est vraiment en phase, parce qu'on est des humains qui peuvent se synchroniser. On va comprendre aussi que l'autre n'a pas forcément les mêmes idées que soi, mais ça va mettre du temps. Là, par exemple, simplement sur les goûts, cet adulte-là dit qu'il aime les brocolis mais il y a aussi des gâteaux apéritifs. Si l'adulte met la main entre les 2 bols et demande à l'enfant de lui donner quelque chose, alors qu'elle a montré qu'elle aimait les brocolis, à 14 mois, l'enfant lui donnera des gâteaux apéritifs parce que lui, il y a que ça qu'il aime. Par contre, à 18 mois, il commencera à inhiber son envie de lui donner des gâteaux apéritifs et il va lui donner du brocoli qu'il n'aime pas, certes, mais qu'il a compris qu'elle était peut-être capable d'aimer. Donc c'est vraiment toute cette mise en place de la prise de, conscience que l'autre est différent et que l'autre n'a pas les mêmes goûts que moi, que l'autre après ne pense pas comme moi. Alors là, que l'autre ne pense pas comme moi, ça sera beaucoup plus tardif. Ça sera à l'école maternelle. Donc quand vous dites qu'un enfant essaye de vous faire marcher, qui vous teste pour voir, c'est pas possible. Jusqu'à 3 ans, ce n'est absolument pas possible. L'enfant n'a même pas idée que vous ne pensez pas comme lui. Lui, il pense vraiment que tout ce qui se passe dans sa tête, c'est exactement la même chose dans votre tête à vous. Donc l'idée que vous avez une pensée différente et qu'il pourrait vous manipuler même dans votre pensée, c'est ce qu'on va appeler plus tard le mensonge et le mensonge, ça arrive vers 5 ans. Donc voilà, donc nos tout petits, eux, n'ont absolument pas du tout de volonté de manipulation, ils n'en ont pas du tout les compétences surtout. Alors c'est vrai qu'ils savent que nous sommes des adultes faits pour les aider, donc ils nous demanderont même de l'aide quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, hein. Il y a toujours un enfant qui vient avec ses grands yeux pour vous demander de l'aider à faire quelque chose ou de l'aider à se débarrasser de quelqu'un. Donc votre autorité est toujours, prévue, c'est-à-dire qu'elle est évidente. Il n'y a pas besoin de douter de l'autorité. L'enfant ne cherche pas à vous, tester pour, voir où en est votre autorité. Ce n'est pas possible parce que justement pour lui, c'est vital que vous soyez justement son chef de bord parce que vous allez tout pouvoir le sauver en cas de nécessité. Ça serait contre-productif de se mettre un adulte à dos alors qu'on a besoin de lui pour survivre. Donc là, notre tout petit est vraiment dans cette relation de survie et c'est vrai que là, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de fait dans l'interprétation des comportements de l'enfant. Tout à l'heure, je vous disais, dans les comportements d'appel pour la proximité, il y a les pleurs et il y a les sourires. Le sourire est vraiment, un signal de demande de proximité de l'adulte. Si vous avez un tout petit à qui vous demandez d'arrêter de crier parce que ça fait un moment qu'il crie, qui vous regarde et qui vous sourit, et qui continue de crier, vous avez vraiment pas du tout, certainement saisi tout ce qui se passait parce que là, vous avez pensé qu'il était en train de se payer de votre tête et qu'en plus, il se moque de vous puisqu'il sourit. Alors que vous lui avez demandé quelque chose qu'il ne peut pas faire et voyant que vous étiez en colère, il vous a souri pour vous apaiser. Et donc, vous voyez toute cette notion de décodage des signaux d'un tout petit enfant. Chez les adultes, souvent, il y a des erreurs parce on va décoder un enfant de moins de 3 ans comme si c'était un ado ou un adulte. Et donc, on va donner du sens à ce qu'il fait, mais c'est un sens qui n'est pas encore celui que l'enfant utilise. Alors, pour terminer un petit peu juste sur les grandes, responsabilités qu'on a quand on s'occupe d'un enfant, on va justement l'aider à maintenir son attention parce que justement son cerveau est en construction et pas trop de choses en même temps, ça va le noirer un peu. Donc quand vous voyez qu'un enfant est en train de jouer, la plupart du temps, vous allez vous arranger pour qu'il ne soit pas dérangé. D'ailleurs vous-même, vous n'allez pas le déranger de trop, qu'il soit bien installé, qu'il ait tout ce qu'il faut à ce moment-là. Et ça, c'est très, très important pour son cerveau, pour pouvoir justement ne pas avoir trop de choses à régler en même temps. Il va, faire des choses parce qu'il a envie de les faire. Donc les jeux que vous allez lui proposer sont des jeux qu'il a envie parce qu'il va vous a montrer du plaisir pour ça. Nous, avec nos tout petits jusqu'à 3 ans, je dirais que tout ce que je vous dis là, c'est évident que vous le faites. Que vous soyez parent ou professionnel, vous le faites parce que ça, c'est vraiment avec des tout petits, on sent que c'est important. Mais ceci va très, très vite changer dès que l'enfant sera à l'école.
Parce que quand l'enfant est à l'école, si le maître a prévu une leçon sur quelque chose, que l'enfant en ait envie ou pas, hein, vous vous rappelez, hein, des fois vous aviez maths le lundi matin à 10 heures, et ben bon, c'était pas forcément le jour où vous auriez eu envie d'en faire. Mais ça fait rien. Quand on est tout petit, il vaut mieux faire des expériences dans quelque chose qu'on aime. La curiosité, le plaisir, c'est toujours important. Quand un enfant fait quelque chose, il faut le féliciter. Et les récompenses qu'on peut donner à un enfant, c'est vraiment un grand sourire, il sera vraiment comblé. Il va se tromper, ben, on va le laisser se tromper, mais on essayer d'être avec lui pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu une erreur. On va le laisser répéter aussi parce qu'on automatise un peu les choses. C'est vrai qu'un enfant qui a découvert qu'en tapant sur le radiateur, ça faisait du bruit, ça fait déjà 10 minutes qu'il tape, il est en train d'automatiser. Vous pouvez vous dire: «Oui, je suis au plan numéro 5, il faut que je le laisse». C'est un petit peu fatigant quelquefois aussi, mais bon, c'est important aussi. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que, l'enfant va apprendre beaucoup, beaucoup de choses et consolider tout ça dans le sommeil. Donc très important, les siestes pendant la journée et le sommeil la nuit, très, très, réparateur parce que là, tous les circuits qui ont été construits pendant la journée vont être revisités la nuit pendant les différentes phases de sommeil, surtout le sommeil paradoxal et là, il va y avoir vraiment une consolidation de toutes les connexions. Donc là, ces 6 points-là, c'est les points quand on est avec un enfant, sans s'en rendre compte, on l'aide et qui sont absolument essentiels pour lui. C'est vrai que nos tout petits doivent apprendre d'abord plein de choses, mais surtout, hein, au début, je vous ai dit, on me disait qu'il fallait lui apprendre à attendre et tout. Non, on va d'abord lui apprendre à communiquer parce que ça, c'est hyper important. Il va, partir de quelques, signaux de sourire, mais après il va commencer à dire ses premiers mots et tout. C'est quand même extraordinaire de voir qu'en à peine 3 ans, cet enfant a passé toutes les étapes de la communication pour arriver vraiment pratiquement à notre niveau à nous. C'était assez formidable. Les compétences motrices, donc il faut absolument qu'il bouge beaucoup, qu'il puisse se déplacer, qu'il explore beaucoup le monde et ça, il faut que lui donner cette possibilité-là. Et ses compétences inhibitrices, c'est-à-dire lui apprendre à se contrôler, lui apprendre justement à changer de stratégie, mais dans le jeu et dans la bonne humeur. Voilà, donc notre enfant doit être, actif dans ce qu'il fait, hein. On doit lui donner des expériences, on doit lui laisser faire un petit peu ses erreurs, et ne pas confondre que quand il fait une erreur, c'est pas justement, une sanction, une punition. Je prends un exemple tout simple, l'enfant est en train de faire une tour avec des cubes et il a une ambition formidable de monter sa tour de cubes jusque dans le ciel et dans les nuages. Sauf qu'au 4e cube, elle tombe par terre et là, la plupart du temps, on dit badaboum, on applaudit, voilà et ça devient, une erreur puisque là, la tour, elle évidemment, elle est pas montée très haute, mais on considère que ça, c'est quelque chose qui peut être amusant et l'enfant va essayer de recommencer pour pouvoir me mettre en équilibre. Le même enfant se trouve à table, prend le pichet d'eau, verse de l'eau dans son verre et en met plein la table et ça, on appellera ça une bêtise. Alors que c'est la même maladresse. Il a été maladroit pour poser son cube, il a été maladroit pour verser de l'eau, mais il y a dans un cas où ça nous a embêtés, puis dans l'autre cas, on a trouvé ça rigolo. Alors que l'enfant, lui, dans ces 2 erreurs-là, il a été exactement confronté au même problème, c'est un problème de coordination motrice, il n'a pas encore la facilité de faire tout ça. À nous de comprendre que on doit l'accompagner, même si c'est des fois des choses qui nous embêtent aussi, parce que bon, ramasser de l'eau, ça peut être embêtant. Alors, c'est ça, tout ce vocabulaire-là qu'il faut qu'on essaye un peu d'oublier. L'enfant ne fait pas de bêtises, il est maladroit, bon, puis des fois, il a besoin qu'on s'intéresse à lui. Il fait pas de caprice, ce mot-là aussi, on l'oublie, on le raye du vocabulaire parce que justement, l'enfant désire des choses. Des fois, il est frustré parce que bon, il avait un désir qu'on n'a pas pu, le satisfaire. Donc les émotions sont des choses qui sont absolument non contrôlées chez l'enfant. Un caprice, ça veut dire qu'il fait exprès. Notre enfant ne fait rien exprès parce qu'il ne contrôle rien encore. On dit qu'il nous cherche, bah, des fois, c'est parce qu'il ne nous avait pas trouvés depuis un petit moment. On était bien occupés à faire d'autres choses et des fois, dans notre téléphone portable, je vois beaucoup de parents qui, des fois, sont tellement absorbés que l'enfant fait tout ce qu'il faut pour pouvoir, bah, attirer l'attention, mais des fois, ils sont un petit peu loin. Et puis, justement, donc, toutes ces idées de formuler à la forme négative des choses qui sont difficiles pour l'enfant parce qu'il doit être capable d'inhiber le sens d'un mot pour en connaître un autre. Voilà. Donc tout ceci demande un petit peu à réfléchir à la façon dont on considère
les comportements de l'enfant. Donc voilà, nous soyons peut-être pas aussi exigeants qu'on veut l'être parce que c'est pas un adulte en miniature, hein, c'est un enfant qui a des tas de compétences. Il respectera les autres, il apprendra à partager, mais en son temps, pas chez les tout petits parce qu'il faut avoir conscience de l'autre, hein. Un enfant, tant qu'il n'a pas conscience de l'autre, il ne peut pas le respecter, hein, ni partager. Tout ceci va s'apprendre tout doucement dans ces 3 premières années. Les règles et attendre, eh bien, ça aussi, c'est très difficile. Attendre, ça veut dire aussi qu'il faut inhiber. Inhiber, quand on n'a pas un lobe frontal qui marche, on n'y arrive pas. L'obéissance, ben, des fois, ça dépend si la règle est claire ou pas. On va des fois se plaindre qu'un enfant bouge beaucoup. Bon, ben, c'est tout à fait normal. Là, il ne faut surtout pas le traiter d'hyperactif parce qu'un enfant, c'est normal qu'il bouge. Et puis voilà, ce petit mot comme ça qui n'a l'air de rien, mais qui est très, très grave, parce que souvent on dit un enfant est manipulateur. Non, pas du tout, parce qu'il n'a pas du tout encore la capacité de trouver des choses qui pourraient vous faire changer de point de vue. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu tout ça et je vais m'arrêter là quand même pour vous laisser un petit peu de temps de questions. Que penser de la De la référence référence en en crèche? crèche. Alors, par référence, on va simplement, repenser à la figure d'attachement, hein. Donc ça veut dire que notre tout petit bébé, depuis la naissance, il a eu, une figure d'attachement ou 2 si c'est papa, maman qui se sont occupés conjointement de lui, parce que c'est ses 2 premiers adultes qu'il a rencontrés et à qui il a posé la question rituelle, «Si j'ai besoin de toi, est-ce que tu vas venir?» Et donc là, il s'est construit une attente, par rapport justement à ses besoins. Et si c'est une famille, je dirais, équilibrée et que l'enfant a trouvé satisfaction, il arrive maintenant dans son lieu d'accueil avec cette, sécurité affective et maintenant cette sécurité affective, elle va être transférée sur quelqu'un de nouveau. Et c'est ça toute notre vie, c'est que justement, on va avoir une construction de départ basée sur les parents biologiques ou pas, hein, qui se sont occupés de moi. Mais après, je vais évidemment avoir tout le temps la possibilité d'avoir des transferts d'attachement en fonction des lieux où je vais. Donc c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des périodes d'adaptation, parce qu'on va demander à l'enfant non pas de se séparer de papa-maman, ça me déplaît d'entendre ça, mais simplement de faire un transfert de sécurité entre papa-maman et cette nouvelle personne qu'on va appeler ma référente, parce que c'est comme ça qu'on dit, bon, c'est pas un joli mot, mais en tout cas, on a compris ce que ça voulait dire. Donc, on va trouver une personne qui va montrer à ce tout petit que maintenant c'est elle qui va prendre en charge sa sécurité, mais sous je dirais le regard attentif de ses parents. C'est-à-dire que au moment de l'adaptation, ce qui va être très, très important, c'est que les parents donnent le feu vert à la référente pour qu'elle puisse maintenant prendre le relais par rapport à eux quand ils ne seront pas là. Mais ne nous méprenons pas, quand il y aura les parents en présence et la référence en présence, pour les enfants, ça sera toujours leurs parents, la vraie base de sécurité. Mais cette personne-là, elle aura été, je dirais, détachée pour, un certain temps et en absence des parents, c'est elle qui fera le rôle de sécurité. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir, quand on est en crèche, une référente au départ qui va être la personne qui va prendre en charge cet enfant. Mais très, très vite aussi, parce que l'enfant grandit et a une capacité aussi de généralisation assez grande, on va se dire que, bon, alors il va y avoir aussi des crèches où on a des plannings très importants et donc l'enfant n'aura pas toujours sa référente parce qu'elle va avoir aussi des heures de présence qui ne sont pas en fonction de ses heures à lui aussi. Donc, ce qu'on va très, très vite faire, si c'est le cas, on va lui proposer 2 référentes en même temps. Il y aura la référente seconde qui est là et donc dès le départ, l'enfant va s'habituer à 2 personnes nouvelles qui sont là pour pouvoir avoir la possibilité de passer de l'une à l'autre. Si c'est un peu plus régulier, une seule personne peut suffire au début, mais de toute façon, ce petit n'a pas besoin d'une référence unique, complètement étriquée, fermée, parce que lui déjà, dans sa tête, il est ouvert au monde et il va très, très vite se rendre compte qu'il y a des têtes qui évidemment sont plus connues, plus familières que d'autres, mais
cette espèce de bouillonnement dans la crèche, d'une tête qui rentre, la directrice qui vient régulièrement, bon, bah, très, très vite, ça y est, son visage est familier et bon, on la considérera pas comme quelqu'un qui fait peur. Par contre, l'ouvrier qui vient changer les ampoules, alors lui, on l'a jamais vu, celui-là, on lui fera pas confiance tout de suite. Voilà, donc l'enfant va tout à fait être capable de créer sa sécurité affective, avec de nouvelles personnes. Donc on ne fait pas de la référence unique, on fait de la référence parce qu'il en faut une, hein. Il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui maintenant montre à l'enfant que, en l'absence de ses parents, c'est eux qui prennent le relais, mais il ne faut pas la garder d'une façon, étroite. Alors ensuite, il y avait une question sur la gestion de conflits entre, visiblement, Alors là, deux garçons. je pense que la question, c'est justement est-ce qu'il faut arrêter les conflits ou pas? Heu, alors le conflit en lui-même est quelque chose de très positif parce qu'en fin de compte, c'est dans l'adversité que l'enfant découvre que l'autre est différent de lui. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé de la meilleure façon de découvrir l'autre, c'est par l'imitation et l'imitation nécessite qu'on fasse exactement la même chose en même temps. On voit très, très souvent des petits enfants, par exemple, se mettre à sauter en même temps, à crier en même temps, à courir en même temps. Bon, ça, c'est de l'imitation et c'est de l'imitation qui permet de se mettre vraiment en phase. Mais si on est avec des objets, il faut que les objets soient totalement identiques parce qu'il faut qu'on fasse exactement la même chose en même temps avec les mêmes objets. Il se trouve que quelquefois, nous n'avons pas des objets identiques dans la crèche. Et là, si vous avez des 18 mois, une section de moyens et que vous n'avez pas d'objet en plusieurs exemplaires identiques, vous aurez des conflits parce que l'enfant va essayer d'imiter son congénère, mais comme il ne trouvera pas le même objet, il va avoir l'idée de prendre l'objet de cet enfant pour pouvoir essayer de faire la même action que lui. Il y a pas, ce n'est pas, c'est pas l'objet qui est important, c'est l'action. L'enfant veut imiter l'action de son congénère, il ne peut pas parce qu'il n'a pas l'objet, donc il prend l'objet et pour lui montrer ce qu'il va faire. L'autre qui tenait quand même à son objet ne le lâche pas et nous avons un conflit. Quand nous avons un conflit aux alentours des 16-20 mois, c'est souvent parce que c'était une imitation qui a raté. L'enfant voulait aller imiter l'autre, il n'avait pas les moyens de le faire et ça s'est terminé en conflit. Alors donc dans ces cas-là, la première chose à faire peut-être, c'est d'éviter qu'il y ait des conflits en mettant les objets nécessaires. Si vous avez ces âges-là, il faut beaucoup, beaucoup d'objets identiques et vérifier régulièrement qu'ils sont bien identiques parce qu'ils ne s'usent pas de la même façon et pour, faire de l'imitation, il faut que les objets soient vraiment bien, bien pareils. Mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que bon, simplement, on a été un petit peu bousculé et puis on était en train de jouer et on n'a pas apprécié. Et donc là, laissez quand même un tout petit peu les enfants gérer parce que quelquefois, ils trouvent des solutions extraordinaires. Et j'ai vu des fois des solutions de compromis, mais alors absolument, même très longues à venir, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment, latent et une petite tension et tout et à d'un seul coup, on trouve une issue de secours et ça y est, tout le monde a trouvé. Donc la bonne idée, c'est des fois de les laisser un tout petit peu aller au bout de leurs apprentissages. Ils apprennent à se connaître, ils apprennent à savoir ce qu'on peut faire et ils apprennent surtout à communiquer. C'est-à-dire que quand, un enfant verra que sa façon d'agir ne marche pas pour se faire des copains ou pour pouvoir aller avec les autres, eh bien, il va aussi retravailler un peu son système. Ils n'ont pas le langage. Donc, déjà sans langage, ça limite pas mal la façon de se faire comprendre. Donc là, de temps en temps, ils ont fait comprendre à l'autre des trucs, qui n'étaient pas clairs. Donc il faut remettre un petit peu les choses. Alors qu'est-ce que nous avions d'autre Alors, encore? il y avait comment aider l'enfant à mieux vivre l'attente lorsque l'on s'occupe d'un autre enfant. Alors, comme l'enfant n'a pas du tout la notion de temps et lui dire d'attendre n'a pas de sens du tout, surtout si on lui dit: «Attends 5 minutes», alors c'est encore pire parce que je ne pense pas qu'aucun enfant sache ce que c'est que 5 minutes. Le mieux, c'est de matérialiser l'attente. Donc si vous voulez qu'un enfant attende, faut lui dire ce qu'il doit faire pendant l'attente. Alors, un exemple tout bête, par exemple, il y a un seul vélo et puis donc il faut chacun son tour, qu'on ait le vélo. Au lieu de dire à l'enfant: «Tu attends, c'est chacun son tour», ce qui est complètement abstrait,
on lui dit: «Tu vas attendre que Paul, par exemple, fasse le tour du jardin et quand le Paul aura fait le tour du jardin et qu'il sera revenu juste ici et qu'il va poser le vélo là, on va mettre même un petit truc pour matérialiser par terre, ça sera ton tour à toi». Si vous matérialisez l'attente en disant ce qu'il va falloir attendre pour savoir ce qu'il faut faire, là, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant. Donc là, à chaque fois, il faut trouver le moyen. Alors, j'ai vu en crèche, elles ont utilisé aussi le sablier, un gros sablier. Alors là, c'était pas pour nous marquer le temps, mais c'est juste, pendant que le sable coule, là, tu es obligé d'attendre et puis tu verras quand le sable a coulé, tu vas pouvoir faire ça. Donc tout ça, c'est si l'enfant a une représentation de ce qu'il doit faire, il peut attendre, que pendant ce temps-là, que les choses passent. Mais sinon, si c'est de l'attente, simplement comme ça, abstraite, il peut pas. Alors ensuite, alors entre les merci, il y en a beaucoup, hein, tout le monde du chat. Un cas très pratique, un bonsoir. Mon petit garçon a 18 mois. À chaque fois qu'on lui propose quelque chose, une activité, manger, il nous répond par non, Non, non. Que non. faire? Ah bah, rien, rien à faire parce que, on dit bien que 2 ans, c'est l'âge du non, mais 18 mois, ça commence déjà à être l'âge du non parce qu'il peut être aussi en avance sur l'âge du non. Non, c'est vraiment tout à fait logique qu'un enfant à cet âge-là, essaye de comprendre qui il est et donc quand il dit non, c'est pas un non parce qu'il est contre ce qu'on lui propose. C'est juste une façon d'essayer de voir un peu son pouvoir sur les choses, son pouvoir sur les humains qui sont autour de lui. C'est pas de la manipulation. C'est simplement, est-ce que moi, ma petite personne, en disant non, je peux faire bouger les choses? C'est un petit peu des expériences qu'il essaye de voir. Et puis donc, bon, bah, faut pas se laisser démonter. C'est peut-être pas forcément un non, qui veut dire non. C'est un non qui dit, «J'ai quelque chose à dire, hein, j'existe un petit peu et tout. Bon, d'accord, tu n'en veux pas, bah, tiens, je vais t'en servir un petit peu quand même», voilà. Donc, cet âge-là est assez, croquignolesque pour ça, parce que c'est vraiment un âge où l'enfant est complètement dans la recherche de qui il est et cette conscience de soi va commencer justement à prendre effet quand il va se confronter aux autres aussi. C'est formidable de voir quand l'enfant commence à découvrir qu'il n'est pas seul au monde. Et c'est ça qui va être vraiment dans ces âges-là passionnant. Alors, un petit coup de main avec Gaël. Donc j'ai oublié une question. Alors effectivement, il y avait une maman qui s'interrogeait par rapport à son enfant de 2 ans qui tape, des enfants plus petits que lui. Donc elle se demandait comment l'accompagner au mieux dans le quotidien. Alors là, pour ça, bon, c'est plus petit, c'est pas parce qu'il est lâche, c'est parce que, bon, il est en train de, il a quel âge lui? Il a 2 ans? 2 ans, oui. 2 ans, voilà. Donc toujours cet âge-là où on commence un tout petit peu à essayer de savoir qui sont les autres. Donc il tape pas, en fin de compte, parce que nous, on voit taper comme étant un geste agressif. Là, simplement, il va un petit peu, tester ce nouveau matériel qui est devant lui, parce qu'il faut voir ça comme ça, hein. Vraiment découvrir qui sont les autres, ça passe par l'idée que jusqu'à à peu près 18 mois, 2 ans, l'enfant a une vague idée de qui sont les autres, il ne les a pas identifiés comme étant des copains, des congénères. Il va falloir tester tout ça et on va le tester en essayant d'aller, au contact, hein. Donc, le contact, c'est d'essayer de voir un petit peu, si je tape dessus, est-ce que ça bouge? La même chose qu'il va faire avec, des c'est peut-être un grand expérimentaliste. Il essaye des choses, mais lui, il les essaye chez les humains, donc il est peut-être plutôt sociologue que, biologiste. Donc il essaye chez les humains des choses, mais il peut les essayer aussi chez des objets. Si je tape, sur une table avec un objet, ça fait du bruit, mais si je tape sur, le petit Paul qui est là, ça fait aussi des trucs intéressants. Donc je pense que là, on est dans la découverte de l'autre. Il y a absolument aucune connotation agressive, de méchanceté ou quoi que ce soit. Là, on est dans, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Quelles sont ces choses qui bougent autour de moi? Bon, il faut que je les découvre et je vais les découvrir avec mon cerveau, avec cette boucle perception-action. Je vois que ça bouge,
Donc j'y vais et je vais essayer de faire quelque chose avec. Alors taper, c'est vraiment très 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 simple, hein, il suffit avec sa main de toucher quelque chose. Un enfant tape beaucoup les objets les uns contre les autres, les tape les objets par terre et tout. Faire la même chose sur un autre petit gars qui est à côté, c'est pas différent pour lui. C'est pas taper au sens où nous il y a 2 choses qui nous perturbent, chez les petits en crèche, c'est le fait de taper et le fait de piquer les objets. Nous, on le prend toujours avec une interprétation d'adulte. Quelqu'un qui va taper, c'est qu'il est méchant, c'est qu'il lui piquer l'objet, c'est que c'est un affreux capitaliste qui veut s'approprier les objets des autres. Ça, j'avais vu un sociologue qui avait dit ça, c'est pour ça. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est vrai que c'est pas vrai du tout. C'est vraiment taper, c'est un geste comme un autre. Jeter, taper, lancer, tout ça, ce sont des gestes que l'enfant a dans son répertoire moteur et il l'utilise. Il utilise ça, bon, avec tout ce qu'il trouve. Et puis c'est pareil pour les objets. Un objet, ça bouge. Tant que j'ai pas bien compris qu'il bougeait parce que c'est l'autre qui fait bouger, j'ai besoin de prendre l'objet, mais je ne pique pas l'objet à l'autre parce qu'il est en train de jouer et que je suis pas sympa avec lui. Ça aussi, c'est une erreur. Donc on va prendre juste l'action que fait l'enfant en considérant que c'est de l'expérience. Pour l'instant, il est en train de faire ça. Alors évidemment, peut-être que les copains là n'aiment pas trop se faire taper dessus, hein, surtout si c'est des plus petits. Peut-être essayer d'être avec lui et de lui montrer des façons de jouer. À 2 ans, il peut avoir beaucoup cherché à faire de l'imitation. On peut peut-être essayer de faire de l'imitation avec lui et trouver un petit copain qui aimerait justement faire ce jeu d'imitation. Voilà, c'est toujours cette difficulté en collectivité d'avoir des enfants d'âge différents qui ont du mal à s'harmoniser. Alors, une autre question. Observe-t-on des différences récurrentes entre un enfant qui reste avec ses parents, qui est gardé par une assistante maternelle ou qui est gardé en crèche? Alors, on a toujours dit que la crèche permettait de socialiser et les parents mettent l'enfant en crèche pour le socialiser. Alors tout ceci, n'est possible que, à partir de 2 ans. Disons que, heu, chez les grands, 2 3 ans, la crèche qui, met plusieurs enfants ensemble leur permet justement de développer des systèmes de communication, d'apprendre un petit peu à à échanger avec du langage, sans langage et tout. Avant, ça a pas beaucoup d'intérêt, je dirais, la collectivité. Donc, avant, il n'y a pas beaucoup de différence, dans les 3 modes de garde. Par contre, ce qui est important pour un tout petit bébé, c'est d'avoir, beaucoup de sécurité affective et c'est évident que, plus il y a d'adultes, mieux c'est. Donc pour un bébé, la meilleure solution, c'est papa, maman ou l'assistante maternelle à la crèche où il y aura beaucoup plus de bébés et beaucoup moins d'adultes, c'est beaucoup plus difficile. Mais par contre, chez les plus grands, c'est vrai que chez les 2 3 ans, la crèche peut être un bon stimulant à la communication. Mais on peut avoir aussi dans un petit groupe chez une assistante maternelle, des enfants. Alors il ne faut pas qu'il y ait trop d'âges différents parce que les modes de communication sont des fois difficiles à ajuster, mais ça se trouve assez souvent que chez une assistante maternelle, il y en ait 2 qui aient à peu près le même âge et puis un peu plus grand, un peu plus petit. Et ça, c'est aussi intéressant, du moment qu'il y a des échanges entre enfants. C'est vrai que là, chez les plus grands, être tout seul à la maison, est un petit peu moins bon pour, apprendre à communiquer. Mais une maman peut avoir un enfant unique, mais lui faire rencontrer plein d'autres enfants régulièrement au square ou avec la famille, les cousins et tout. Un enfant, va profiter toujours des autres quand il a l'opportunité de pouvoir échanger avec eux. Alors par contre en crèche, ce qui peut être nocif, c'est le fait qu'ils soient trop nombreux. Parce que quand vous avez 25 enfants dans la même pièce et qu'on se dit que là, ils vont pouvoir se socialiser, alors là, non, parce que le cerveau se met complètement en rideau, on dit en drapeau plutôt, c'est-à-dire qu'il ne marche plus et que, il y a trop de stress pour pouvoir justement avoir cette opportunité d'échanger avec les autres. On a montré que, un enfant ne peut supporter la collectivité, ça je donne le chiffre parce que c'est vraiment important, en dessous de 15 enfants ensemble dans la même pièce. À partir du moment où on a dépassé le chiffre 15, le cerveau des petits enfants de moins de 3 ans
se met en stress et est vraiment blindé de cortisol. C'est une étude qui a été faite avec justement la mesure de cortisol. S'il y a plus de 15 enfants dans la même pièce, qu'ils aient 2 ans ou 3 ans, le cerveau est saturé. Il y a une sorte de saturation d'informations. Et donc là, le cortisol est en permanence toute la journée dans le cerveau de l'enfant et il n'a jamais de moment de répit. Donc, si on respecte des petits groupes avec des âges pas trop mélangés pour que les compétences à communiquer soient ensemble, c'est évident que c'est comme ça que ça sera le mieux. Donc, je n'ai pas séparé maison, assistante maternelle ou crèche, parce qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est le nombre d'enfants. Un petit nombre pour apprendre à communiquer, mais pas trop grand nombre. Voilà, donc il faut qu'on soit un peu entre les deux. Par contre, vous avez beaucoup parlé donc, de l'attachement. Alors, Est-ce qu'on peut avoir trop d'attachement, d'attachement? ben non, justement, ça c'est une phrase que il faut rayer de son vocabulaire. Il n'y a jamais trop d'attachement, jamais, jamais, jamais. On est attaché ou on ne l'est pas. Si on a eu des parents qui ont bien répondu, on a une sécurité, c'est bon. Sinon, on n'est pas en sécurité. Mais ça n'a pas de sens de dire trop, parce que justement, le trop n'existe pas, puisque c'est en tout ou rien. C'est vraiment quelque chose, cette phrase-là, elle montre que vraiment, on n'a pas compris ce qu'était l'attachement, parce que ça a été vraiment mal expliqué. On a compris que le mot attachement, c'était une sorte de fil à la patte et qu'il fallait très, très vite être autonome et casser le fil. Non, au contraire. L'attachement, c'est la sécurité qu'on va avoir et si on n'a pas cette sécurité dès les premières années de vie, c'est vraiment mal parti pour la suite. Donc, on n'a pas du tout cette notion-là est absolument pas, heu, possible. On ne peut pas parler de trop. Donc là, et après 3 ans, à partir de combien d'enfants dans la même pièce le cerveau de l'enfant est-il en stress? Vous avez parlé, je crois que vous Voilà, avez dit 3 ans. alors après 3 ans, ben, l'école maternelle, c'est 35 dans la même pièce, on s'en occupe pas, hein. C'est toujours pareil. Heu, Vous avez des enfants qui sont en construction, dans le système, vraiment d'inhibition n'est pas encore mature. Le système aussi pour communiquer n'est pas encore parfait et ils sont donc toujours en compétition avec plein d'actions. Plus vous leur mettez d'informations, plus on dit qu'ils sont en surcharge cognitive parce qu'ils ont tellement de choses à gérer que vraiment là, le fait de les mettre en plus nombreux dans la même pièce, c'est ingérable. C'est exactement, par exemple, l'effet que nous, on peut avoir, ce qu'on appelle l'effet cocktail. Vous êtes dans un cocktail où il y a un brouhaha pas possible, vous rencontrez quelqu'un là et puis vous êtes bousculé par droite à gauche, ça parle dans tous les sens, il essaye de vous raconter un truc, vous entendez rien, au bout d'un certain temps, vous filez dehors parce que vous ne pouvez plus supporter. Et ben ça, c'est ce moment-là où d'un seul coup, vous avez l'impression d'éclater. C'est ce que vivent les tout petits quand on les met comme ça en immersion avec beaucoup d'autres enfants et qu'il y a beaucoup de stimulation. Alors, en classe, ils sont un petit peu plus grands, ils commencent à savoir inhiber, à savoir attendre, à savoir se contrôler, mais leur demander de se contrôler toute la journée, puis vraiment, en ce moment, c'est encore plus difficile. Ça pose vraiment des problèmes pour eux, les pauvres. C'est épuisant, hein. Alors, 2 autres questions. Alors, un enfant de 20 mois qui va taper ses parents ou d'autres enfants chez la nounou lorsqu'il est en colère, semble-t-il, par rapport au mal aux dents, est-ce un Alors, moyen pour lui de communiquer son mal-être? là, je pourrais le lire, avec l'exemple que je donnais tout à l'heure. L'enfant tape ses parents le soir quand les parents arrivent. Ça peut être un enfant qui est résistant, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas de sécurité affective et qui a vraiment, par rapport aux adultes, des doutes sur la sécurité qu'ils peuvent lui apporter. Donc moi, je ne veux pas faire tout de suite de psychologie rapide sur cet enfant-là, mais ça pourrait être une explication. Un enfant qui n'est pas sécure du tout et qui donc a ce comportement d'engagement social négatif qui est assez classique chez ces enfants-là. Donc, il a peut-être en plus mal aux dents et en plus, c'est sa façon de dire qu'il a mal aux dents, mais moi, j'opterais plutôt pour le fait qu'il soit insécure. Alors ça, évidemment, quand vous êtes une assistante maternelle et que vous savez que l'enfant est insécure chez lui, vous n'y pouvez pas grand-chose, hein, sur ce qui se passe chez lui. Mais par contre, c'est peut-être un indicateur de se dire: «Cet enfant qui est pas très sécure chez lui, moi je vais le sécuriser»
Et moi, je vais lui donner ce qu'il n'a peut-être pas, le petit coup de pouce qui lui montre qu'il y a des adultes, bon, on ne peut pas trop compter sur eux, mais il y en a d'autres, dont moi, hein. Tu peux compter sur moi, moi je serai toujours là. Et là, c'est vraiment une chance que peut avoir cet enfant, c'est de tomber sur une assistante maternelle qui va lui donner la sécurité affective qu'il n'a pas beaucoup à la maison. C'est peut-être, à regarder comme ça. Mmh. Alors ensuite, comment faire comprendre à son enfant les codes, enfin, et que ce qu'il fait est méchant ou mal, surtout. Mal. Mmh. Puisque vous avez expliqué effectivement que la punition ne servait pas. Ben non, la punition ne sert Quelles pas alternatives? et puis lui faire comprendre que les choses sont mal, c'est pas la peine non plus. Il ne peut pas encore comprendre le bien, le mal. Donc là, on est vraiment dans des exigences. Quand j'avais mis à la fin, revoyons nos exigences, ça c'est typiquement une exigence qu'il faut revoir. On n'apprend pas à un tout petit de moins de 3 ans les codes de la bienséance en collectivité. Avec justement, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas. C'est pas du tout l'âge pour apprendre ça. Donc là, un enfant a des comportements que j'ai décrits tout à l'heure pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. C'est vrai que s'il a tapé un autre enfant, c'est pas parce qu'il est méchant, et ça sert à rien de lui dire qu'il est méchant, parce que c'est pas vrai, il n'est pas méchant. Il a simplement écouté son cerveau qui lui a dit: «Tu as un coup de stress, il faut que tu te défendes». Mais ça, vraiment, il faut qu'on arrête d'avoir ces exigences-là avec les tout petits, parce qu'on est en train d'essayer de leur faire passer des codes de bonne conduite, alors que la morale n'est pas quelque chose qu'un enfant peut comprendre avant d'avoir l'âge de raison, 6, 7 ans. Donc, on ne parlera jamais de morale avant cet âge-là. Donc ça, vraiment, et alors là, en plus, l'enfant va se faire disputer par ses parents alors qu'il ne va pas bien. Un enfant qui a tapé ou mordu un autre, il ne va pas bien. Si en plus on le dispute, si en plus on le punit, mais là, on est en train d'accumuler vraiment tout ce qui fait que l'enfant ne comprend plus rien du tout et se demande à quoi servent les adultes puisqu'ils ne peuvent même pas l'aider quand il ne va pas bien. Il n'allait pas bien au départ, mais les adultes n'en ont remis que des couches pour qu'il aille encore moins bien. C'est pas comme ça qu'on va l'aider à s'en sortir. Et donc, il vaut mieux toujours essayer d'apaiser cet enfant et puis d'essayer de lui faire comprendre ce qui s'est passé. Mais la plupart du temps, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que quand on a essayé de comprendre pourquoi un enfant avait mordu en crèche, je dis en crèche parce que c'est toujours en collectivité que les choses se passent, la première idée qui devrait nous venir, c'est essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a mordu? Au lieu de commencer tout de suite par lui faire une grande leçon de morale sur le fait que c'est pas bien, alors que là, quelquefois, il a eu un coup de stress. Et là, je vais vous donner juste un exemple que j'ai eu récemment dans une crèche où on me signalait un enfant qui mordait beaucoup. Mais le beaucoup, j'arrivais pas à savoir si c'était vraiment combien de fois par jour. Et en fin de compte, en faisant une observation toute simple et en notant tous les jours quand cet enfant mordait, c'est facile, hein, on prend une feuille de papier, à chaque fois qu'il mord, on note l'heure qu'il est, combien il y avait d'adultes, combien il y avait d'enfants, voilà. Et à la fin de la semaine, j'ai pris la feuille, j'ai regardé, il mordait une fois par jour tous les matins parce qu'il arrivait le premier et que le deuxième, quand il arrivait, faisait que sa référente le lâchait pour aller faire accueillir le deuxième et il se sentait abandonné. Donc il se levait, il allait se précipiter sur ce deuxième intrus qui arrivait, il le mordait un bon coup et voilà, il commençait sa journée comme ça. Et bien, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, mais c'est complètement idiot. En effet, il ne supportait pas que l'adulte le laisse pendant un certain temps parce qu'il se sentait abandonné. Donc, on a impliqué l'enfant dans l'accueil du second, tout simplement en lui disant, ben voilà, maintenant, tu as vu, c'est Paul qui va arriver, on va aller chercher Paul, on va dire bonjour à Paul. Et avec la référente, donc il n'était pas abandonné, il n'a plus mordu du tout. Vaut mieux être comme ça, à réfléchir, à comprendre pourquoi un enfant a ce comportement-là, et trouver la solution plutôt que de lui faire des grosses leçons de morale qu'il n'est pas encore capable de comprendre. Maintenant, une question alors, liée au confinement, semble-t-il. Un enfant de 2 ans et demi dont le comportement change, plus nerveux, semble-t-il, pendant le confinement, notamment avec les interdits qui n'existaient pas auparavant, enfin surtout sans doute des changements, plus de Ah visites, oui, bien sûr. plus de promenades, Bien sûr. plus de piscine, donc il devient, semble-t-il, Bah, c'est vrai que là, on vit sensible. une époque absolument, je dirais insolite. Ça, pour les enfants, plein de choses, ça se passe qu'on est encore très, très loin d'avoir compris.
On essaye de lancer quelques recherches-actions dans certaines villes pour essayer de comprendre justement le vécu des enfants de cette situation, le vécu des professionnels aussi. Et on est encore loin d'avoir tout compris, je pense. Là, je crois que nos tout petits ont énormément, encore plus que d'habitude, besoin de sécurité affective. Il faut vraiment passer du temps avec eux, essayer de trouver des moments vraiment de de plaisir le soir pour pouvoir échanger tranquillement et tout. Bon, c'est vrai que heureusement nous avons, on le voit bien, la capacité aussi de se voir en visio, essayer peut-être d'avoir encore des contacts avec les grands-parents, en visio si c'est possible. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Moi, où je suis encore plus inquiète, c'est pour les bébés en crèche, qui sont à un âge où on décode les visages, et les mouvements de la bouche pour pouvoir comprendre qui est l'autre, et qu'avec des adultes masqués toute la journée, toutes ces informations-là ne seront pas accessibles à un âge où le cerveau les code. Et donc, comme après l'âge, c'est plus l'âge, qu'est-ce qui va se passer pour nos tout petits l'année d'après, quand ils n'auront pas codé pendant la première année les signaux de reconnaissance des émotions et du langage? Parce que le langage, c'est les sons, mais c'est la bouche aussi. Si on voit bien bouger la bouche, on comprend les sons. Et l'enfant a besoin des deux, puisqu'avec ses neurones miroirs, il arrive à comprendre quel mouvement il faut faire avec la bouche pour pouvoir produire des sons. Et donc là, on est en train de les mettre dans un système qui est un système, je dirais, de réduction sensorielle. C'est comme si on créait des handicaps. Là, on est en train de créer du handicap. C'est des cerveaux d'enfants qui vont très bien, mais qui risquent peut-être de ne pas aller si bien que ça après. Je pense qu'il va y avoir… Déjà, les pédiatres commencent à avoir des plaintes d'enfants avec des retards de langage. Et donc, on va avoir des choses qui sont assez inquiétantes. Mais là, je pense encore une fois, donc là, j'ai fait un petit papier qui va sortir un peu, c'est Ensemble pour l'éducation. Il y a des fiches qui sont des fiches enfance et Covid. Et donc, on va essayer on essaye d'expliquer aux parents que on ne va pas demander de retirer le masque parce qu'apparemment, ça a l'air d'être absolument impossible de retirer le masque en crèche, alors qu'il existe des masques inclusifs, mais ils ne sont pas encore beaucoup distribués. Je ne sais pas si vous en avez, vous, des masques inclusifs, mais j'en ai pas encore vu beaucoup. Et ça serait mieux déjà parce qu'on verrait un petit peu la bouche. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas ça. Donc, ce qu'il faut, c'est dire aux parents, compensez le soir. Votre enfant a fait peut-être 8 heures de crèche. Ben, alors, le soir, faites des face-à-face avec lui, parlez de lui. Ne le mettez pas devant un écran et pour être tranquille pendant ce temps-là. Donc, surtout, passer du temps et du temps en face-à-face. Hein, vraiment, il faut que ce soit de la vraie interaction entre humains, hein, et pas par écran interposé. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Bourget veut… Oui, je crois qu'en termes de conclusion, là, on a vécu une soirée très intéressante, très riche. Bon, d'une part, effectivement, l'exposé de Josette Serre a été tout à fait passionnant et ça a permis de décoder quand même énormément de situations, de corriger certainement pas mal de points, d'idées préconçues qu'on pouvait avoir. Et puis, je crois que ce qui a complété la richesse de cette soirée, c'est le nombre de questions qui ont pu être posées, malgré le confinement, malgré effectivement ce dispositif qui est sans doute un petit peu moins naturel, mais bon, néanmoins, nous avons eu quand même cette très belle soirée et puis cet échange. Et je crois que c'est là ce qui est l'essentiel à retenir. Donc, merci très, très sincèrement, Josette Serre, pour cette soirée. Et puis, merci à tous pour votre participation.